Mesdames et messieurs, nous voilà de retour après un petit moment d'absence à se remettre en question. Finalement, le peuple a décidé, nous voilà de retour. Mika, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ça va super, il n'y a pas grand-chose qui a changé, toujours la même qualité auditive. Mais voilà, franchement, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là, Mika. On a manqué beaucoup de choses. Et bah, on s'est dit, bon, j'ai vu que Mika faisait des lives sur Instagram, je voyais qu'il était un petit peu nostalgique. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, Mika, viens, on reprend nos vidéos, arrête tes conneries avec Instagram. Et t'étais partant, donc ça fait plaisir. Exactement. Et après, je pense que c'est un peu aussi le meilleur moment là pour revenir parce que en réalité, il y a une grosse actualité et il y a plein de choses à dire. Il y a vraiment plein de choses à Effectivement, il y dire. a plein de choses à dire, et en plus, on s'était mis d'accord semaine dernière. Et puis même quand moi j'ai vu l'annonce Aspinal contre Gann, juste après qu'on ait arrêté notre dernière vidéo, je m'étais dit que même si on n'avait pas repris entre-temps, ça aurait été bien qu'on fasse une vidéo là-dessus quand même, parce que c'est un gros combat, moi, qui me hype vraiment. Et entre-temps, bah, il y a eu le combat Zebo contre Baki. Mais voilà, installez-vous confortablement, abonnez-vous surtout, on va revenir sur tout ça juste après le générique. Mickey, on y va crescendo. Je sais que tu voulais faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé, notamment le combat de Saladin Petitjean. On a eu le WNC ce week-end. Il y a eu pas mal d'événements. Donc, on va vous décortiquer tout ça, vous analyser tout ça, vous débriefer tout ça. Donc, voilà, ça commence maintenant. Donc, Let's go. on commence par Franck Petitjean. La Du première partie. Ouais, c'est ça. J'aimerais juste revenir sur le 100% fight. Je trouve que c'est passé en dessous les radars. Je sais que ça a été beaucoup critiqué et par les combattants, enfin, et par la sphère MMA et par la sphère de boxe anglaise. Mais je trouve qu'il y a du positif. Après, je peux pas trop parler au nom des boxeurs. Donc, je peux pas parler au nom de la fédération des combattants qui combattent sous la fédération de boxe anglaise dans le cadre de la boxe anglaise. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'événement dans lequel les boxeurs ont combattu est un très bel événement. Et quand tu regardes la boxe anglaise, à part si tu as des gros noms comme Yoka ou etc., bah, en réalité, tu as très peu d'événements qui s'organisent sur le territoire français, et du moins de cette qualité-là. Et d'un point de vue événementiel, spectacle et show, je trouve que franchement, il y a eu une vraie belle mise en lumière pour la boxe anglaise. Donc ça, c'est sur le premier point, et je trouve que c'est intéressant que bah, aujourd'hui, on ait possiblement une organisation qui puisse faire des passerelles entre le MMA et la boxe anglaise. Et si tu regardes aujourd'hui à l'UFC, Dana White, il l'a senti aussi. Et c'est pour ça qu'il s'est mis dans la boxe anglaise, tout simplement parce que j'imagine qu'à terme, il envisage de faire des ponts et d'offrir des contrats un peu mixtes à ses combattants, ceux qui se débrouillent bien en anglaise, pour pouvoir aller sur le territoire de la boxe anglaise et du MMA. Donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus, et je trouve que le concept, il est intéressant. Après, sur le combat Petit-Jean et comment dire, Saladin Parnasse, j'ai pas grand-chose à dire d'une part parce que je vais être respectueux de la carrière de Petit-Jean et je connais pas assez la boxe anglaise pour savoir quel niveau il avait en boxe anglaise. J'ai juste cru comprendre qu'il revenait d'une retraite et que pour l'amour du défi, il est revenu. Et de l'autre côté, j'ai vu un Saladin Parnasse. Moi, la seule chose que je retiens, c'est qu'il a un physique incroyable en 70 kilos. Et ce qui me fait peut-être dire même que je ne sais pas si un jour il pourra recombattre dans la catégorie des 66 kilos. Parce que même en 70 kilos, c'est un bœuf. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au-delà de la performance que Saladin a fait, voilà, moi, c'est sur ça surtout que je voulais aller avec toi, AB. Est-ce que tu trouverais pas intéressant d'avoir des crossovers entre certains combattants de MMA, tu vois, qui s'affrontent pas forcément parce qu'il y en a un Mhm. qui est au PFL et l'autre qui est dans une autre organisation. Tu vois, par exemple, au RS avec un gars de l'Hexagone, si c'est des bons boxeurs, par exemple, de pouvoir les voir s'affronter en boxe anglaise Mais ou de les voir clairement, affronter des boxe anglaise. clairement, et j'ai même été étonné, même sur l'événement du 100% Fight Box, qu'il n'y ait pas eu de combattants d'MMA. Moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir des combattants d'MMA contre des combattants de boxe anglaise. Et moi, j'ai jamais été contre ce genre de crossover. Et même pour te dire, on me l'avait proposé. On me l'avait proposé. Et moi, à l'avenir, je serais pas du tout fermé
tu sais, à faire ce genre de gala un petit peu mix et pourquoi pas mettre des combattants de MMA contre des combattants de boxe anglaise, bah, comme on l'a vu sur Main Event, hein, entre Franck Petitjean et Saladin. Après, je trouve que c'est intéressant. Ça m'intéresserait peut-être pas de voir deux combattants de MMA s'affronter en boxe anglaise, mais pourquoi pas faire des jeunes combattants de boxe anglaise élite contre des bons prospects de MMA. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc, tu sais, sur Ouais, des sauf formats de 8 rounds, 6 rounds, tu vois, pourquoi pas. Après, à l'international, enfin, au plus haut niveau, bah, on a des crossovers comme Ngannou contre Joshua, etc. Mais je pense que c'est une bonne chose. Après, pour revenir sur la performance, bah, Franck Petitjean, moi, je connaissais un petit peu sa carrière. Ça fait peut-être 2 ans et demi qu'il n'avait pas combattu, donc forcément il est sorti de sa retraite. J'ai écouté ce qu'il a dit après le combat. Il a dit qu'il clairement il avait aucune envie en fait d'être là. Donc après voilà. Sa carrière elle reste respectable, mais c'est vrai que la performance elle est quand même décevante parce qu'on aurait voulu au moins voir un petit peu d'adversité, ce qui n'enlève rien à la performance de Saladin, hein. C'est toujours un athlète qui a aspiré à faire de la boxe, voilà, qui a excellé dans tous les domaines. Maintenant, c'est vrai que s'il devait y avoir d'autres opportunités pour Saladin, j'aimerais le voir contre un boxeur un peu plus capé, un peu plus frais, tu vois. ouais, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Un Saladin Parnasse en boxe anglaise avec un Damien Lapillus. Genre, ça te hype pas ça? Ouais, si, Tu si, vois ça ce peut que être je veux pas dire? mal, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, Damien, on sait qu'il est pas sous contrat, Mais on sait qu'il a après, été. la problématique, c'est que je pense que Saladin, lui, il veut se faire un nom dans la boxe anglaise. Donc, est-ce Bien que sûr. ce serait intéressant pour lui d'aller voir? Parce que là, je sais qu'il a été classé sur BoxRec ou TopRec, je sais plus en tout cas le classement en Fight Matrix, mais pour la boxe anglaise, a priori, là, il est centième. Donc, tu vois, c'est pas mal, je pense. Donc, Ah, est-ce que lui, c'est ce même très sera, bien, ouais. est-ce qu'il aurait de l'intérêt à boxer un Damien Lapillus, par exemple, tu vois? Mais en tout cas, Moi, je parle du point de vue moi, spectateur. j'achète. Moi, j'achète. Voilà, moi, tu vois, Franchement, tu moi, me fais un j'achète. mais parce que si je regarde un peu les boxeurs en anglaise qui se débrouillent bien en MMA, qui privilégient vraiment l'anglaise, on a aujourd'hui Amin Ayoub qui a renouvelé un peu son style, qui fait beaucoup d'anglaise. On a Damien Lapillus, on le sait, c'est devenu un amoureux de l'anglaise. On a Saladin Parnasse. Tu vois, moi, c'est je me dis, ah ouais, Non, ça peut être ça peut être pas intéressant. mal, ça Tu peut vois. être pas mal, hein. Franchement, ça peut être Et de pas ce mal. point de vue-là, je me dis, ça peut être innovant, ça peut être un second souffle parfois pour les Bah, combattants. parlons à Hatch. Ouais, bah après, tu connais Hatch, quand tu lui parles, il te dit t'inquiète, c'est dans les papiers, t'inquiète, c'est secret professionnel. Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura d'autres éditions qui seront organisées. Bah, écoute, ça, en tout cas, on l'espère, mais voilà. Moi, en tout cas, vraiment, pour la prochaine édition, j'aimerais voir des combattants de MMA et voir un boxeur un peu plus frais pour Saladin, et comme ça, même lui, ça pourrait lui donner des réponses et voir où est-ce qu'il en est. On va accélérer un petit peu et revenir sur l'actualité, Mika. Il y a eu pas mal d'événements, notamment ce week-end. Il y a eu le duel, il y a eu le WNC où on avait trois Français qui combattaient, Damien Lapillus, Elias Bouguesdam et Yacine Bouganem. On avait le RS 35 avec Baki, Jordan Zebo, les frères Younoussov. Et du côté amateur, on avait l'AEC au Mans. On a eu aussi le Ouais, duel qui est... Ouais. il y avait aussi le KSW dans les combats, dans les organisations pro avec Alphonse Rocher qui combattait. Et aussi, on a eu en amateur le duel du côté d'Albertville, d'ailleurs, qui a été diffusé sur la chaîne et qui est toujours disponible. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Et, Vas-y, je te fina- laisse commencer avec le duel. et Après, on enchaîne sur ouais, le on finira UFC. quand même sur l'UFC 321, Manon Fiorot, et voilà. Donc, bah, le duel, 5e édition de Mickey à Albertville, et pour être très honnête et très franc, je crois que c'est l'une des éditions qui s'est le mieux passée en termes d'organisation. Pas de retard, fluidité entre les combats, combats équilibrés. Par rapport à la dernière édition, je trouve qu'il y a eu vraiment des combats équilibrés. Ils se distinguent vraiment. Là, c'était du multistream, donc c'était diffusé sur la chaîne YouTube, The AB Show sur leur chaîne à eux, sur Kick, sur LinkedIn. Donc vraiment, en fait, c'était divisé sur plusieurs plateformes. Donc ça, je crois que c'est même du jamais vu en MMA et ça permet en fait de toucher, on va dire, plusieurs types de publics. Après, on en avait déjà parlé, ils ont vraiment innové sur le timer monétaire. En gros, tu combats. Il y a les 5 premiers combats, je crois que ça démarre à 300 € et en fait, au fil du temps, si tu claques un KO en 30 secondes, bah, tu remportes par exemple 250 € pour un amateur, c'est déjà très bien. Ensuite, ça monte à 500 € et ensuite, pour les main events, c'est monté à 1000 €. Donc, il y a des petits amateurs qui évoluent très très bien. Il y avait Théo Maurice contre contre Rémi Rousseau. Franchement, combat très très technique. Rémi Rousseau, Après, Meurice, là, il commence à faire.
Il commence à faire un petit peu le Meurice, ça tour. commence à faire longtemps. Mais c'est exactement ça. Et en fait, moi, en tout cas, si tu veux mon avis, il est presque à 30 combats en amateur. Il a fait les championnats du monde, il me semble, il a fait les Europes, il a fait les France. Et moi, j'ai l'impression que ça plafonne. On sait que techniquement, il est très très solide, très très avancé. Il sert même de sparring pour Manon Fiorot. Et là, il est tombé par exemple sur Rémi Rousseau qui a peut-être quasiment 10 combats de moins que lui, qui a un palmarès moins sexy que lui, mais tu vois, le niveau technique quand même, tu vois, c'était assez équitable. Rémi Rousseau, je pense que lui, il a dû peut-être prendre des combats un petit peu. Je pense que sa carrière, elle a été mal gérée en début à son début, parce que tu vois, quand tu regardes le palmarès, je crois que là, il a 9 combats, non, il a 9 victoires pour 7 défaites. Donc tu vois, c'est pas un palmarès, on va dire, tu sais, comme celui de Théo Meurus, qui est genre à peut-être 16-5 si je dis pas de conneries, ou à 16-8 je crois. J'irai vérifier pour au cas où si je me trompe. Mais en tout cas, voilà, moi je pense 6. qu'il a 16-6, hein. Donc tu vois, moi je pense qu'il a fait le tour. Très honnêtement, je pense qu'il a fait le tour. Et à un moment donné, en fait, ça plafonne, j'ai l'impression. Et puis même en termes de défis, lorsque tu as fait les IMAF à plusieurs reprises, il y a rien de plus précisé que les IMAF au monde. Et on va dire les Europes. Il a fait les France à plusieurs reprises. Donc voilà, moi je pense que ça plafonne et qu'il va falloir qu'il passe chez les professionnels. Mais en tout cas, voilà, les noms que moi qui m'ont impressionné, c'est pas la première fois que je les vois s'exprimer sur cet événement-là. C'est Noah Caruso, pareil. Ce combat entre Rémi Rousseau et Théo Muri, c'était un petit peu mon combat à coup de cœur de la soirée. Je l'attendais parce que je sais que voilà, des deux côtés, ça boxe, ça lutte, il y a des très belles transitions, des très beaux timings, des très beaux contrôles, etc. Et techniquement, il propose vraiment de belles choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y avait aussi une Suisse, c'était le premier combat féminin de l'événement. Valentine, une Suisse, une jeune combattante contre Meryl, une combattante de l'ES Metro. Et franchement, la Suisse, elle a proposé de très belles choses. C'est une ancienne judokate. Franchement, ça punchait. Il y avait une belle anglaise, il y avait un beau judo qui a été adapté en MMA avec des crochetages. Elle a gagné le combat par soumission au deuxième round. Mais voilà, en tout cas, l'événement il monte petit à petit. Et là, le 11 avril, ils seront de retour pour le duel 6 avec des combats professionnels. Il y avait Anthony Nantois, tu sais, qu'on avait vu combattre à l'AEC contre Bafodé. Et tu sais, il a été aussi Ouais, champion mais du lui, FER. lui, c'est pareil. Lui, à un moment donné, tu vois, faut aller sur le circuit pro, tu Ah vois, à un bah, il a moment déposé donné. les gants, Je crois que, justement, ouais. ouais, ouais, parce qu'il a plus de 30 ans, tu vois, donc à un moment donné, Il il a faut y aller, déposé les hein. gants et justement, en fait, il va passer chez les professionnels. Après, lui, il est tombé sur un adversaire qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins expérimenté que lui. Mais en tout cas, depuis son combat contre Bafodé, moi, j'ai vu d'énormes progrès, notamment sur le duel numéro 4 aussi. Et voilà, il fait son chemin. Maintenant, il a aussi dit qu'il allait passer chez les professionnels. Et voilà, en tout cas, non, il y a eu de très beaux combats. C'est une belle organisation qui monte chez les amateurs. Il y a Ils sont bien accueillis, ils sont bien traités. Et non, je trouve que c'est pas mal. Après, il y a un autre Et combattant aussi que j'aime beaucoup, c'est commandes, Iggy Hortal. tu commandes pour eux, tu commandes pour eux, et c'est pour ça que t'en fais. Comme ils te Non! payent. Ben toi, et toi, on en parle, toi et Hatch! L'événement de Bah, Petit Jean, j'ai même si pas, ça faisait un an qu'il était j'ai pas passé, tu t'aurais commenté. voulu en parler. Non, mais c'est Hatch, il a dû dire, Ah, Mika, hein? j'ai pas commenté. Pas du tout, même pas. Non, je trouve que c'est Non, intéressant comme écoute, je suis objectif, comme tout le monde le sait. Et vraiment, il y a des combats équilibrés. Et je trouve il y a de beaux prospects. Et Hurtal, j'aime beaucoup. Il me rappelle beaucoup Benoît Saint-Denis. Et non, non, c'est pas du tout. Tu sais, quand c'est bien, je le dis, quand c'est mauvais. Comment? T'as dit quoi? Carrément, tu l'as comparé à Benoît Saunier. Non, j'ai dit, il me rappelle Benoît Saint-Denis. Ça Mais va. bon. Donc voilà, en tout cas, c'était pour la cinquième édition du duel. Et tu sais quoi, je vais même mettre la casquette pour la propagande. Ah, mais wesh, il y a des poils de Ouais, chat. pour la propagande. Ok. Attends, La moi, petite mascotte, elle est là, Mika. On l'oublie pas. Ah, ça, c'est beau, t'as bien raison. J'allais dire quoi? Moi, je vais passer à l'AEC. L'AEC, je retiens un combat. Du coup, c'est le seul que j'ai regardé. Je vais être honnête. C'est bah, forcément celui qui m'intéressait, c'était le combat pro. Parce que Waco, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un désistement de l'adversaire de Waco, donc il n'a pas pu le combattre. Donc, on avait Duragrin face à un Espagnol. Sur le papier, normalement, Duragrin aurait dû s'imposer. C'est-à-dire que l'Espagnol, c'était normalement un gars qui était revenu pour que Duragrin puisse se remettre en selle après sa défaite au PFL. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un premier round très disputé entre les deux,
un deuxième round que l'Espagnol prend clairement et un troisième round que Duragrain prend clairement. Donc, du coup, ça Est-ce donne lieu à qu'on une peut, split décision. est-ce que t'as scoré toi le premier round à qui est-ce que tu l'as donné? Franchement, tu vois, je l'ai scoré en connaissant le résultat des juges et je comprends tout à fait que ça puisse faire polémique parce que si tu regardes après coup avec les ralentis, etc., tu peux essayer de compter le nombre de frappes qu'on touché, etc. Maintenant, si tu regardes le combat, comment il s'est déroulé, l'attitude de Duragrin sur les assauts de l'Espagnol, en fait, on n'arrive pas à savoir s'il touche ou si l'Espagnol fait mouche parce que c'est pas clair, c'est pas très lisible. Mhm. Et donc, je peux comprendre en fait qu'on ait mis le premier round à l'Espagnol, et comme je peux comprendre qu'on mette le premier round à Duragrin. C'est Bah moi, clairement pas un vol, c'est une split honnêtement, pour moi, décision. ça penche pour Duragan le premier round. Arrête, il se passe pas grand-chose, on va pas se mentir. C'est peut-être à 2 minutes de la fin, je trouve qu'il y a des frappes significatives du côté de Duragan. Maintenant, c'est vrai que sa réaction, elle a fait un peu polémique. Après, c'est pas non plus un combat où à la fin du combat, je dis, ok, il a gagné. Ça n'a pas été un combat sens unique. Et très Voilà, c'est sincèrement, ça en fait. moi, je l'ai trouvé vraiment sur la réserve du Raga à certains moments. Pourtant, son dernier combat, il a pas non plus. C'est pas comme s'il revenait d'un KO et qu'il revenait un petit peu réticent, tu vois. Donc, c'est vrai que sur papier, c'était un combat, on va dire, qui devait le faire briller, je pense. Mais malheureusement, c'était assez serré, donc c'est discutable. La décision, elle est discutable. Après, ça. Et en plus, tu as vu que le deuxième round, il le perd sur les mêmes lacunes que le combat contre Ibrahimov. C'est-à-dire, c'est surtout sur les phases de corps à corps, hein. Ouais. C'est surtout sur ces phases-là qu'il perd le combat, hein. Donc ouais, après, la frustration, je la comprends, il y a des sacrifices derrière, etc. Mais maintenant, je pense qu'il n'en a pas fait assez pour se démarquer, ben, tu sais, de toute manière, on le dit tout le temps, quand il y a une décision qui est litigieuse, les coachs et les premiers à dire, bah, faut pas donner la décision entre les mains des juges. Après, voilà, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Parfois, il y a des combats qui se passent, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je peux comprendre sa frustration et après, il est encore jeune, il est en début de Il est jeune, carrière, donc voilà, il va juste falloir revenir. Et voilà, il a monté les étapes crescendo, quoi. clairement. Après, on avait bah, le gala en Suisse qui, bah, lui, step by step, devient de plus en plus qualitatif. Il y a trois combats que je retiens. C'est le combat de Bouganem. Bah, voilà, Bouganem, incroyable. Déjà, pour ceux qui se demandent, la transformation physique, elle est juste incroyable. Bouganem, c'est quelqu'un qui s'entraîne au Mamouji Gym et chez Nicolas Hoth, et il fait sa préparation physique chez Sébastien Charter. Il a engagé une transformation physique de dingue, et je crois que là, il est vraiment à son prime physiquement. Je crois qu'on ne l'a jamais connu mieux physiquement que Il ça. a combattu en welterweight, hein? Ou À middleweight? 80. C'était un 80, ouais. catchweight à Donc un 80. catchweight, ouais. Ouais, alors son adversaire en face, c'est sûr, il n'avait pas la même expérience au global du côté art martial que Bouganem, dans le sens où Bouganem, bah, sur le côté MMA, il a peu de combats, mais en boxe taille, c'est une légende. Mais maintenant, voilà, il y a vraiment une différence de classe entre les deux. Et c'est l'une des premières fois où je vois un Yacine renouer avec le méchant Yacine. C'est-à-dire que là, il est vraiment venu avec des mauvaises intentions. Ouais. Et d'ailleurs, heureusement pour lui que le coup de pied ne touche pas la tête de l'adversaire, parce que sinon, il aurait été disqualifié. Mais en fait, ce que j'aime chez lui, c'est son côté badass. Il a vraiment un côté méchant où il veut faire mal aux gens. Et c'est Et vrai que ça, c'est important dans le combat. tu sais, je te raconte une petite anecdote. La première fois enfin, lorsqu'il a commencé à faire du MMA, c'était en fin 2021, il arrive au Factory, tu vois. Et il y avait genre, c'était à 2 3 semaines du combat de RS2. Tu sais, même j'avais combattu sur la carte avec Taylor, Abdul et tout, tu vois. Le premier RS qui a été organisé en France. Et lui, il arrive au Factory. Et tu sais, j'ai suivi ses combats en boxe et tu sais, ce côté badass, comme tu dis, un peu vicieux, méchant et tout. Tu sais, il peut te mettre des coups son coup de GR, etc. Mais d'ailleurs, c'est pas lui qui t'avait fait une balafre là, il y a quelques mois. Si, si, ouais, c'est lui. Ah, Il m'a ouvert. Mais euh, tu sais comment il m'a ouvert ou pas? Il m'a dit, attends, Mika, t'inquiète, je te montre comment on met un coup de coude. Je te jure, il me montre, il me met le coup de coude plein de tête direct. Je l'ai tu vois. regardé, et il m'a dit, pourquoi t'as bougé? Je dis, j'ai pas bougé. Et tu vois, c'est exactement ça, gros. Moi, je vois encore maintenant, ça tourne et tout. Et j'ai pu tourner avec quel poids lourd, j'entends un boom. Gros, je me retourne, je vois du sang, mais vraiment qui coule par terre et tout. Et je crois qu'il avait mis un uppercut, mais avec des petits gants, il avait appuyé de ouf. Et tu sais, grave provocateur. Et après, moi, vas-y, je me suis préservé, j'ai dit, tu sais quoi, je combats dans peut-être 2 semaines, je vais éviter de tourner avec lui. Mais ouais, et c'est vrai que là, j'ai retrouvé pareil, hein, ce Yacine Méchant avec les coups de très fimeux, comme ils disent en boxe, et c'est ce qui, ça lui réussit.
Et après, Ensuite, sur l'événement, il y ouais, avait vas-y. ton Boug, ton gars. Mon gars sûr, Elias Boudexdam, le MK, plus juste, algérien. excuse-moi, avant que Ouais, j'oublie, parce qu'en fait, sur le duel, il y avait la team de Foissard. Et il y avait un élève à eux qui devait combattre, il était accompagné de Mohamed, tu sais, un grand poids lourd. Tu le connais? ouais, peut-être. Non, mais j'ai oublié son nom. Ouais, et du coup, il a dit quoi? Non, mais mis à part qu'il me parlait de toi, en fait, parce que tu sais, il y a un combat qui était prévu entre un gars de la bonne école de la team Foissard face à un autre. Et Ouais, en fait, le mec, voilà, c'était Aïmad Adika de ouais, la team Foissard. Il devait affronter Pablo David. Et ce qui se passe, c'est que, bah, tu sais, en amateur, la pesée se fait le jour même. Donc, eux, ils font le, ouais. le déplacement de Marseille à Albertville. Et le gars, gros, il arrive avec 5 kilos de plus. Et tu sais ce qu'il dit? Ouais, je croyais que c'était une catégorie au-dessus. Et tu sais, malheureusement, bah, tu sais, c'est pas ça reste impuni par la fédération, ce genre d'action-là. Et moi, franchement, je l'ai toujours dit, hein, que ce soit en professionnel ou chez les amateurs, je déteste ceux qui manquent de professionnalisme et qui arrivent avec des kilos en trop. Et j'ai dit que j'allais en parler parce que, bah, malheureusement, lui, il a pas de sanction. Donc voilà. Et je trouve que les gars, faut arrêter ce manque de professionnalisme lorsqu'on C'est qui accepte. qui a loupé le pas? Il s'appelle. Je crois qu'il C'est le s'appelle pas. Marseillais ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. Je crois qu'il s'appelle pas Pablo David. Et le Marseillais, c'est Ok, bah voilà. Imad Adika. Et désolé, je crois que c'est Mohamed, le coach qui est avec lui. Mais Captain Crochet, comment il s'appelle? Moi, je le connais aussi. Ah ouais, bah moi je le connais aussi comme ça. Je le connais comme ça sur les réseaux. Voilà. C'est Hassan, je crois. Hassou. C'est Hassou, Voilà, non? désolé, j'ai toujours connu sous le nom de Captain Crochet. Donc voilà. C'était la petite Voilà, digression, bah, le coup de désolé. gueule est passé. Ensuite, donc là, je reviens à mon gars sûr, Elias Boudexdam de la bonne école, le plus algérien des Français, bah, qui s'impose sur un étranglement face à Edgar Davalos. Après, la vérité, c'est que Elias était au-dessus de Edgar. Maintenant, c'est toujours un combattant difficile. Les gars comme ça, ils arrivent, ils n'ont rien à perdre, ils donnent tout. Et donc, félicitations à Elias qui renoue avec la victoire et qui, on l'espère, reviendra sur le circuit français. Moi, j'aime bien le voir combattre. Et après, grosse déception et un peu de manque de chance, c'est Damien Lapillus qui affrontait Pedro Carvalho. Clairement, sur le papier, Pour le c'était pour une titre. ceinture en plus. Ouais. Ouais, clairement, hein, sur le papier, Damien devait s'imposer hein, dans ce combat. Malheureusement, bah, il a glissé, c'est un fait de combat. Et derrière, son adversaire en a profité tout de suite pour prendre le dos et étrangler. Franchement, on peut pas lui jeter la pierre hein, à son adversaire. Je pense que quand vous êtes combattant, c'est la chose à faire. Vous combattez, tout ce qui arrive dans la cage, c'est pas votre problème. Et même si ça fait mal au cœur et c'est on le sait, le combat peut-être on le fait 9 fois enfin 10 fois et 9 fois sur 10 Damien va gagner. Bah C'est un là fait de c'est un combat. peu malheureusement c'est le destin, c'est un fait de combat, c'est comme ça et c'est Pedro Carvalho qui sort vainqueur. Mais c'est vrai que c'est une déception parce que je pense que Damien, sur le papier, est largement au-dessus de ce gars-là. Bah, c'est vraiment frustrant. En plus, tu sais, c'est vraiment en fait, je crois, une sorte de front kick qui part et il glisse à ce moment-là. Et le gars, il capitalise là-dessus. En vrai, t'en as qui la jouent un petit peu plus fair play et qui vont. Ah, franchement, Ebi, là, pour le coup, je fais partie de ceux qui auraient capitalisé là-dessus, hein. C'est un Non, mais combat, hein. il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Et très Ouais. sincèrement, il y a rien à dire. Et comme je dis, il y en a qui l'auront joué peut-être fair play. Lui, il a décidé de capitaliser là-dessus. Et en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Et après, ce qui peut être frustrant, c'est que c'était à 3 minutes 30, donc il y avait ouais, à peine une minute qui s'était écoulée. Donc, il n'a pas vraiment pu s'exprimer. Après, moi, ça reste vraiment respectable le retour de Damien, surtout avec tout ce qui s'est passé il y a 2 3 ans en arrière, avec la suspension de dopage. Le fait qu'il lui ait retiré des victoires, tu sais, il avait un palmarès limite neutre. Et franchement, le fait d'être revenu à l'Octagone, ensuite au WNC, entre-temps, il a fait 2 3 combats avec des belles performances, donc ça reste respectable. Mais forcément, ça le ralentit, voilà, ça le stoppe dans sa lancée. Mais c'est pas pour autant que, voilà. En tout cas, il va falloir qu'il refasse un retour Ouais, clairement. En plus, voilà. là, il était je crois que la suspension, c'était fini. Donc, on aurait pu le revoir sur l'Hexagone. Pareil, c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu signer au PFL. Euh, on La, aurait pu la suspension re-signer. est finie, je crois, à fin d'année ou en début d'année 2026.
En tout cas, voilà, c'est donc on pouvait même imaginer qu'il signe au PFL et qu'il parte affronter une fois de plus Amin Ayoub. Enfin, gros, pour les Non, dramas et pour. ouais, mais après, Non, très honnêtement, en tout cas, tu sais, la lancée, enfin, l'avance qu'il a pris à Minayoub, moi, si j'étais à Minayoub, personnellement, je dirais que ça m'intéresse clairement tu pas. tirais devant. Ouais, clairement. Moi, c'est ce que je disais. Amin Ayoub au PFL, À la rigueur, le comme en seul. boxe anglaise. Ouais, mais moi, le combat qui m'intéresse de fou, Amin Ayoub au PFL, mais je sais que là, actuellement, il s'entraîne avec lui en Thaïlande, ça aurait été Mansour Barnaoui. Clairement, ça aurait été un combat Après, que j'aurais pu regarder de Mansour contre dingue. Minayoub. Ah bah ouais, en Bah 70 après, kilos, ça. si j'ai pas de conneries, hein, si je dis pas de conneries, peut-être que Sam Minayoub, il écoute, il rectifiera ce que je dis. Mais vu que ces deux combattants, c'est peut-être les seuls représentants de la Tunisie, je crois qu'à l'époque, il avait dit qu'il l'affronterait pas. Je crois. Après, peut-être que ça a changé Ouais, ouais, entre-temps. après, je parle moi d'un point de vue encore spectateur, hein. Je parle pas Mhm. du point de vue des combattants et de ce qui les engage. Mais en tout cas, ça aurait été un combat de dingue. Ça aurait été un beau combat. Franchement, de les Ouais. voir les deux s'affronter, c'est un beau Mais combat. pourquoi tu proposes pas une revanche à Amine en boxe anglaise au 100% Non, mais déjà, moi, déjà, j'ai pas gagné avec ma lutte, je vais pas aller en boxe anglaise, qu'est-ce que tu racontes? Je rigole. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était ce qu'il y avait pour les Français. Après, il y avait le KSW, Mika avec Alphonse Rocher. Ouais, Alpha Rocher, bah, un peu difficile, hein. Je pense que cette défaite, malheureusement pour lui, elle signe un peu la fin de son contrat avec le KSW. Je crois qu'au KSW, c'est 4 combats, une victoire, 3 défaites. Euh, voilà, c'est pour lui compliqué. Je pense qu'il y a eu une étape trop haute entre bah, le MMA-GP et le KSW. Voilà, après, ça rejoint aussi ce qu'on dit. Attention, hein, je ne remets pas en perspective les performances qu'il a pu faire au MMA-GP, mais quand tu regardes un peu au MMA-GP, bah, voilà, il a affronté des palmarès de 5-2, 4-1, Non, mais c'est vrai qu'il faut 2-1. trouver, on va dire, un entre-deux et ne pas, je pense, Ouais, passer directement le cap, à part si t'as un crack, tu vois. c'est ça. Et malheureusement, après, bah, quand tu arrives au KSW avec des mecs qui n'ont pas forcément des beaucoup plus beaux palmarès, mais qui ont des palmarès qui se font dans le dur, bah voilà, après, malheureusement pour lui, en tout cas, il n'était pas au niveau du KSW. Maintenant, il faut, bah voilà, c'est un bon combattant. Il peut peut-être revenir sur le circuit français, sur des organisations un peu plus petites. Pourquoi pas, tu vois, des organisations même comme le Striker MMA ou comme l'AEC ou peut-être retenter à l'Hexagone. Ouais, je pense Euh, que un hexagone, c'est un très bon, tu sais, c'est un très bon entre-deux entre le MMAGP et hexagone. Et ouais, ça voilà. peut être pas mal. Donc il y a des choses à faire pour lui. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Et ensuite, on va passer au Ares, AB, et beaucoup de choses à dire sur ce Ares. Ouais, effectivement, beaucoup de choses à dire. Le RS-35 entre première défense de titre pour Baki contre Jordan Zebo. Alors, ben, je Bon, pense que, on prend la carte d'en bas, non? bah, après, moi, comme j'étais sur un autre événement au même moment, je t'avoue que j'ai pas pu tout suivre, mais vas-y, je te laisse y aller. Je ne vais pas tout citer. J'ai eu le combat Pierre Manzo que j'attendais beaucoup jusqu'au moment où j'ai vu que son adversaire c'était Alpha Lee. T'es un salaud. Et là, du C'était coup, un short notice. je savais exactement ce qui allait se passer. Et malheureusement, sur ce combat, on ne pouvait pas parier. Mais sinon, j'aurais mis soumission round 1. Donc voilà, Pierre Monzo, bah, pas impressionné parce que le niveau d'adversité qui lui a été proposé n'est clairement pas au niveau de son talent. Après, Donc, ouais, on peut rappeler, c'est une black belt et c'est son premier combat en MMA. non, mais il s'entraîne avec des qualités de haute intensité. Bien sûr, ouais. Dans la team de Nicolas, il commence à comprendre ce qu'est le MMA. Il a énormément de sparring. Et nous, on connaît très bien Alpha Lee, qui est plutôt sur un niveau amateur et qui, franchement, n'a pas du tout les compétences pour être sur le plateau du Ares. On va pas se mentir, AB. Ouais, Faut, après, faut... c'était un short notice, hein. Je sais même pas si c'est quelqu'un qui Mais, s'entraîne oui, mais régulièrement, tu vois. Mais non, en fait, c'est pour c'est pas pas le statut. Non, dévaloriser mais la performance de Pierre parce que bah, c'est une. t'es obligé c'est pour ça que je dis attention, Pierre a l'air d'être quelqu'un de très talentueux, mais malheureusement, cette victoire ne confirme rien, dans le sens où le combat, il était gagné d'avance. La seule victoire de Alpha, malheureusement, c'est sur une disqualification. Euh, tu vois ce que je veux dire, c'est faut arrêter, tu vois, il n'y a Je pas savais même de. pas. Un amateur, il perd 2 combats sur 3. C'est clairement pas du niveau du plateau du Ares, surtout le plateau la carte qui était proposée ce Ouais, soir-là. Bon, je ensuite, comprends. il y a le petit Péruvien Hernandez qui combattait
au COF qui a signé la ORS. Et c'est là qu'on voit que, bah, du coup, on rappelle, hein, le COF, c'était le matchmaking qui était géré par Shelby et qui faisait combattre évidemment beaucoup de combattants quand même de la BTT. Et là, si tu regardes un peu la carte du RS, il y a quand même beaucoup de combattants de la BTT aussi. Il y avait Hernandez. Bah après, Il y a- on sait que bah, BTT et RSMMA, c'est ensemble maintenant. Ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis. Mais et d'ailleurs, tu vois les passerelles qui ont été faites entre des combattants du COF qui sont venus Bah comment après, je dirais-je, pense que ça, c'est plus le fait que le coffre, ça a été liquidé. Bah, forcément, je pense que et l'Hexagone et le RS sont servis dans le roadster, tu vois. ah ouais, non, mais c'est sûr. En tout cas, voilà, sur cette carte-là, on avait deux anciens combattants du COF, Junior Hernandez, le Péruvien, qui s'impose dans un combat équilibré. Pour le coup, c'était l'un des combats les plus équilibrés de la carte. Et ce sont deux étrangers. Ensuite, on a eu Noah Gugnon. Bah, c'est un combat qui était à sens unique et clairement, on le savait qu'il allait être largement au-dessus. Après, ça retire en rien le fait que Gugnon, il a quelque chose dans les mains. Franchement, je pense que c'est un combattant à suivre parce qu'il a des belles choses à proposer. D'ailleurs, sur la même carte en 70 kilos, on avait le retour de Tourpal Younoussov qui affrontait Jefferson Almeida, un Brésilien. Un combat qui va à la décision, mais que Tourpal domine franchement de Bah, A à franchement, Z. Mika, chapeau, parce que la dernière fois qu'il a combattu, c'était contre Axel Ça, Sola. c'était il y a 2 Et ans. ça fait plus de 2 ans, tu vois. Donc, comme il a dit, son petit frère, à la pesée, à la conférence de presse d'après combat, je pense que c'est bien qu'il ait pu faire un 3 rounds, tu sais, pour reprendre des sensations, quoi. Ouais. Ensuite, on avait Noah. Donc, du coup, pour la suite du Ares, franchement, j'aimerais voir un Noah Gugnon contre Younoussov. Voilà, c'est deux combattants que j'aimerais voir s'affronter. Ils sont pas dans la même team. Ok, ils sont dans le même matchmaking, mais ça, à la rigueur, nous, ça nous regarde pas. Et c'est deux combattants qui sont plus ou moins au même niveau. Il y en a un qui a 5-1, l'autre qui a 8-2. Ils Ouais, sont au même niveau de leur c'est pas mal. Je pense que et, c'est et, c'est pas mal. ça serait un beau combat. Franchement, ça serait un beau combat à faire dans cette catégorie. Et j'espère que les matchmakers vont pas faire en sorte de les faire s'esquiver trop longtemps. Ensuite, bah, l'autre combat équilibré, bizarrement, c'est encore deux étrangers, Antea et Linares, victoire du Brésilien Linares. Ensuite, Aboubakar Younousov, moi qui m'impressionne. Alors, c'est vrai que c'est pas un combat équilibré dans le sens où, en fait, j'ai le sentiment que c'est quand même juste Younousov qui est très fort parce que je peux vous assurer que Gustavo Lopez, c'est pas une chèvre. Après, oui, c'est sûr, il a 36 ans, il est plus sur la fin de sa carrière, Que le mais c'est quand prime. même un gars ouais, c'est quand même un gars qui est sur trois victoires consécutives, qui combat encore dans des organisations comme le RFA. C'est un combattant qui est encore solide et on aurait pu penser, même si le petit frère Youssef Aboubakar était favori sur ce combat, on aurait pu penser qu'il y allait avoir plus d'opposition, Ouais, d'adversité. Et mais ce que je pense maintenant, je pense que Aboubakar Youssef est prêt pour aller à l'UFC. Je le pense, je le dis comme je le pense. Et je dis pas, attention, je dis pas qu'il est prêt pour aller prendre la ceinture. Et je dis qu'il est prêt pour aller dans le roster de l'UFC, faire ses armes et monter petit à petit dans le top 15, top 10 et aller chercher la ceinture, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, il est prêt pour aller chercher le roster en dehors du top 15 de l'UFC. Je te disais que pour moi, il y a des prêts vraiment pour l'UFC, pas forcément pour aller chercher les top 15 encore, mais clairement, il a sa place dans le roster de l'UFC. bah, je te rejoins, surtout qu'il y avait un combat qui devait se faire entre lui et Lee Scott. On a vu que Lee Scott, clairement, il a, selon moi en tout cas, esquivé le combat jusqu'à trouver une issue pour les Dana White Contender Series, là où il a fait d'ailleurs une très belle performance, un TKO. Malgré qu'il ait manqué le poids, Dana White, il a quand même signé. Et c'est là où je vois qu'il a sa place à bout. Et en plus, c'est sa quatrième défense de titre. Et on voit que c'est un petit peu des catégories comme les poids lourds. C'est pas assez fourni, tu vois. Donc c'est vrai que là, on aimerait le voir bah, clairement aller à l'international, tu vois. Et c'est même dommage qu'il ait pas eu sa chance pour les Dana White Contender Series cette saison. Donc après, voilà, est-ce que c'est une question de... Après, entre-temps, je sais qu'il a rejoint la BTT, la Bulgarian Top Team. Maintenant, bah, c'est eux qui sont en charge de sa carrière. Donc Ouais, peut-être qu'on aurait... D'ailleurs, c'est incroyable hein, le vivier qu'ils ont, la BTT quand même. Bah, là, c'est clairement Tellement, le plus gros vivier de je pense, management. ouais. Même Ouais. en Europe, j'ai l'impression aussi. Après, je suis pas assez calé sur la visio, parce que je sais que tu vois, les Anglais, avec la Great Britain Top Team, ils travaillent avec une équipe et il y a beaucoup, beaucoup de combattants. Ouais. Mais Bah, je en sais tout cas, pas dire, mais en ça tout cas, comptabilise c'est quand l'une même. des plus grosses. Ouais.
Clairement, c'est l'une des plus grosses et en tout cas en France, c'est la plus grosse et de loin désormais. Ouais. Donc voilà, ensuite, bah, il y a eu le main event, hein, le combat entre Jordan Zebo et Baki, qui pour beaucoup, voire quasiment la majorité des fans, des spécialistes, des analystes, des consultants, bah, voyaient Baki gagner. Pour être honnête, moi et Mika et moi, lorsqu'on en parlait en off, je ne voyais pas comment, et c'est très sincère, hein, je ne voyais pas en fait comment Baki pouvait finir Jordan. Je sais que toi, Mika, t'en avais parlé sur tes stories Instagram, et même moi, tu me disais que selon toi, il y avait un monde d'écart entre Jordan et Baki. Baki aussi, lui, l'a fait comprendre sur plusieurs sorties médiatiques où il disait que clairement que le Jordan, c'était limite un sparring en fait pour récupérer. Donc après voilà, c'est une forme de communication aussi pour faire rendre le combat, ça on peut pas lui reprocher. C'est comme ça, c'est pour ça aussi qu'on suit le MMA parce que voilà, quand il y a du trash talk, il y a des enjeux, bah forcément la hype elle monte. Maintenant moi pour être très honnête, Jordan je l'ai vu évoluer et même lorsque Wissam il a affronté Jordan et même ça il me l'a ressorti Wissam il y a quelques jours, enfin hier, je disais gros Wissam ne le prends pas à la légère, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi parce qu'en fait Jordan quand on analyse, on va dire, d'un point de vue extérieur, c'est un combattant qui a l'air d'être moyen partout. Moi, je sais qu'il est très physique, il a beaucoup de cardio parce que lorsqu'il a affronté Cédric Doumbé, c'était Ibrahim Mané qui faisait son sparring. Et Ibra, qui est très physique, il me disait, il a du cardio, il bouge beaucoup. Moi, j'ai déjà tourné avec lui. Après, on fait pas la même catégorie de poids, mais je sais que c'est quelqu'un qui est très physique, qui est au sol, qui est très dur à stabiliser, qui est très résilient et qui a un mental. Qu'on le veuille ou non, il a un mental. Et de toute manière, lorsqu'on voit sa carrière, Mika, il a grimpé les échelons étape par étape. Et la seule personne qui l'a fini, c'est Cédric Doumbé. Moi, maintenant, en fait, peu importe ce que je vois à l'entraînement, je me fie vraiment aux statistiques. Tu vois, par exemple, je fais une petite aparté, même si on va y revenir à la fin de l'émission. Lorsqu'on parle de Gana Spinal et qu'on dit que c'est un style d'opposition, mais en vrai, de vrai, quand tu regardes les statistiques, on a beau, on va dire, dire que c'est un style d'opposition grappeur vs striker, mais en réalité, Cyril Gane à l'UFC, il compte deux soumissions, et il en compte aussi deux, je crois, comment il s'appelle, Aspinal. Donc en tout cas, voilà moi comment est-ce que je me fie maintenant. Et je vois, voilà, ce que je vois à l'entraînement, ça reste à l'entraînement, et je veux dire, j'essaie de ne pas faire mon analyse avec ça. Donc en fait, c'est un petit peu pareil pour Baki. Ses combats à l'arrêt, la plupart du temps, il les a finis à la décision. Son dernier combat, c'était un combat de retour. On sait qu'en face, c'était pas une grosse opposition, c'était un Brésilien. Il a su le finir en TKO, même si on a vu de belles progressions. Et Jordan, la réalité, c'est que bah, contre Vincent Delguera, même si c'était un combat qui était serré, on sait que Vincent Delguera, c'est le combattant français avec le plus de combats. Il s'approche des 50 combats, voir s'il ne les a pas peut-être dépassés. Wissam Marmouche, très très technique, gros gros grappling, pareil, même si c'est une décision qui reste litigieuse. Après, je te laisse parler, après, je fais mon analyse, Ouais, hein, on est bien d'accord. sûr, bien sûr. Je suis en train d'un petit peu remettre tout en contexte. Moi, c'est même pas une analyse. Moi aussi, je vais te remettre dans le contexte après. Et voilà, en fait, moi, personnellement, c'est mon constat. Et après, quand tu regardes, tu sais, regarde, je vais juste mettre la fiche de Baki devant moi. Bah, en tout cas, voilà, j'avais du mal, en tout cas, à voir peut-être une domination, ok, mais j'avais du mal à voir Baki finir Jordan. Tout simplement parce que là, Baki, par exemple, sur ses 6 combats à l'ARES, il a, il a combien de, il a 4 décisions et sa seule, il a aucune soumission sur tous ses combats, Mika. Tu vois, il a aucune soumission, donc j'avais du mal en tout cas, j'avais du mal à voir Baki finir Jordan. C'est vrai que Jordan en plus, il a de la caisse, il a un style qui gêne. Franchement, il a un style qui gêne. Et voilà, très sincèrement, est-ce que je suis surpris du résultat? Oui, on va pas se mentir. En plus, c'est la première fois qu'on voit Baki se faire finir. Donc forcément, on a tous été surpris, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, moi j'avais pris du recul sur ce combat-là, et pour moi, c'était pas un combat gagné d'avance. Très sincèrement. Ok. Voilà. Moi, mon analyse, elle est archi différente de la tienne et celle que je tenais avant combat. Maintenant, je vais l'expliquer en détail puisque c'est aussi ça l'intérêt du podcast. J'ai un Zebo qui, depuis le combat contre Doumbé, malheureusement, je me dis, bah, pauvre Zebo, déjà, il n'a pas supporté la pression face à Doumbé, tu vois. Trop de pression, mauvaise stratégie de combat engagée.
ça punit sec. Bah voilà, on connaît Doumbé, il est d'une précision chirurgicale. Derrière, il y a deux performances de Zebo, moi, qui me laissent un peu perplexe. C'est la performance contre Delguera et contre Wissam Akmouche, parce que pour moi, les victoires sont vraiment litigieuses. Et si tu mets, par exemple, Zebo vainqueur sur Delguera, je vois pas comment tu le mets vainqueur sur Wissam Akmouche. Et si, ça veut dire qu'en fonction des critères de notation, tu peux pas le mettre vainqueur sur les deux. Maintenant, on le sait, comme c'est des humains et ce sont différents humains qui jugent à chaque fois, bah, ils scorent de manière différente et voilà. Mais l'appréciation du combat, j'ai pas forcément la même quand je lis le combat Zebo Delguera et quand je lis le combat Wissem Zebo. J'ai du mal avec ces décisions. Maintenant, je les reçois. C'est encore une fois des combats qui sont très disputés et donc je peux comprendre les décisions qui sont données en faveur de Zebo, mais c'est pas quelque chose qui me fait dire Zebo, c'est un tueur à gage. Je vais être honnête, techniquement, je trouve qu'il y a des lacunes. Maintenant, c'est un monstre physique. Derrière, on a, comment dirais-je, Baki? Baki. Baki, il a des sparring de qualité. Je l'ai vu à l'entraînement et je le trouve très, 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 très fort. Et techniquement, je voyais pas comment Zebo pouvait gagner Baki. Et la Attends, réalité du Mikael, combat, j'ai une question à te poser. Selon toi, c'est quoi les points forts de Baki? bah, il y a l'explosivité, Ok? l'anglaise, sa lutte. Maintenant, on sait tous la lacune de Baki, on le savait, toi et moi, c'est sa capacité à finaliser au sol. Mais Ok, moi, attends, juste les moi, qualités, tu as c'est ce bien que dit j'ai sa pas vu. lutte. Même la lutte, on va plus dire c'est son judo, c'est-à-dire Ouais, sur les son BHG, judo, ouais. etc. Donc tu diras Ouais. son judo et son explosivité, donc sa puissance. Et si tu devais dire les Attends, attends, qualités de attends, Jordan, non, juste laisse-moi les finir. qualités de Jordan. Bah, c'est physique, c'est athlétique. Donc déjà, il y a deux Et là, je vais rajouter un similitudes. autre point, c'est le mental. C'est-à-dire que vraiment, il a un mental de champion, mais je vais y venir. Ensuite, tu vois, sur Baki, c'est ce que je t'expliquais en off. Moi, j'étais d'accord avec toi sur le fait que Baki, il n'est pas forcément les armes pour finir Zebo, mais ce que je te disais, c'est que ça va être 25 minutes de domination totale. C'est comme ça que je voyais le combat. Et en réalité, il y a eu 15 minutes de domination totale. Et il y a eu un moment donné où, en fait, Baki, il s'est trop fatigué. Il a utilisé trop d'énergie. Et alors, je ne sais pas si ça faisait partie de la stratégie ou pas de Zebo, mais la réalité, c'est que Zebo, il a réussi à relancer les efforts. Il a notamment fait un travail de sap avec ses high kicks, ses middle, un peu ce qu'il avait fait avec Wissem. Et ensuite, bah, il y a eu cet enchaînement avec ce high kick qui Mais claque. c'est parti du Derrière, coude, il met. hein. C'est en fait, ça a Ouais, ouais, démarré ouais. dès le coup de coude, avant la kick. Le coup de coude. Ensuite, high kick. Ensuite, vous avez le cross. Et ensuite, vous avez encore un autre cross avec la droite derrière et le grand endpoint qui finit. Et à la fin de ce combat, je me dis, OK, il y a quelque chose que j'ai sous-estimé dans ce combat. Mais vraiment quelque chose que j'ai sous-estimé, c'est la capacité, la résilience de Zebo. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, pour moi, je le voyais comme un fou. C'est-à-dire que je veux bien qu'on croit en ses rêves, mais parfois, je me dis, ouais, il y a la réalité qui est en face de toi. Et il y a la deuxième chose que j'ai pas compris, c'est la surconfiance du côté de Baki. C'est-à-dire que je comprends pas que tu puisses Bah, Mika, prendre le non, combat. attends, comment. Attends, attends, Ok, non, 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 attends, laisse-moi ok, aller au bout. ok. Je parle pas de la confiance de se dire je vais gagner et Ok, j'en suis non, je sûr. Je t'écoute. parle pas de ça. Je parle de se dire je vais finir le combat en 2 minutes. Et en fait, je comprends pas comment à ce niveau-là, tu arrives et tu donnes toute ton énergie pour finir sur un round et qu'après tu finisses pas au deuxième, troisième et que en gros, c'est comme si tu prends les dés dans ta main, tu les jettes et tu dis si je finis pas aux 3 rounds, bah je suis mort. Et Après, après, j'entends aujourd'hui, on me dit oui, mais il était blessé, c'est pour ça qu'il a voulu abréger le combat. Alors, là, j'arrête tout de suite. Soit tu es blessé, tu prends pas le combat, parce que des blessures, j'en ai eu toute ma vie à l'entraînement. Et j'ai fait même la prépa du combat contre Amin Ayoub avec une grosse blessure à la côte. Et j'ai fermé ma bouche. Et jamais je ressors ça après le combat. Ça, c'est la première chose. La deuxième après, chose, c'est ses coachs qui l'ont si. sorti, non? Non, mais peu importe. C'est C'est Clément pas, je Marcoux. parle pas de lui, je parle de son camp, moi. Je parle Ok, pas de Baki. ok. La deuxième chose, c'est si la stratégie, franchement, si la stratégie, c'est de dire, OK, on sait, Baki, tu pourras pas faire 5 x 5. Donc, nous, notre stratégie, comme tu es un peu handicapé, c'est de finaliser dans les 3 premiers rounds. Bah, ça veut dire que c'est une gestion de carrière la pire au monde. Je vois pas comment, quand tu as 9-0, tu viens de battre Cédric Doumbé, tu as le vent en poupe, tu as une communauté de malades, tu prends des grosses primes, il y a des organisations qui te signent, tu as des sponsors qui te suivent. Comment tu peux jouer ton destin? Comment tu peux jouer ton destin sur un coup de dé?
Franchement. Après, Et écoute, je vais ouais. aller plus loin. Je ne retire rien à la performance de Baki, hein. Vraiment, de Zebo. Vraiment, il a mon respect éternel. Incroyable résilience, force athlétique de malade, Tu penses tout qu'il ce te que bat tu ou veux. pas? Mais, je pense. Mais, écoute, à mon prime, je tape. Je te dis que juste la vérité de ce que je te dis, c'est que je pense que Zebo, Baki a perdu son combat. Je Et en pense gros, que c'est c'est pas. Non, mais Baki. après, non, Non, Mika, je suis sûr, c'est difficile à dire. Écoute ce que je te dis, c'est difficile à dire parce que, encore une fois, respect éternel pour ce que Zebo a fait. Il a mis KO Baki, incontestablement ça. Mais celui qui fait la plus grosse erreur du combat, c'est Baki dans sa gestion de je l'énergie. l'entends, mais Mika, regarde, même dans les interviews d'avant le combat, j'ai quasiment tout écouté. Et Jordan, il a toujours dit ça. Il a dit que lui, plus le combat est dur, plus ça va à son avantage. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Regarde quand tu regardes le langage Exact. corporel de Wissem. Et Tu c'est vois ce que je Wissem dis. au deuxième et troisième round avec la bouche ouverte et Zebo qui était là, bah, qui gérait ses efforts. Et, Donc en et ce gros, que là, je dis, tu ne retires c'est rien ce qui s'est à la passé. performance. Mais techniquement, tu ne peux pas me dire que tu es impressionné par la technique de Zebo. J'ai jamais été impressionné. Moi, c'est plutôt sa résilience. Et tu sais, il sait gagner ses Résilience combats. Il sait gagner et ses combats. exactement, il a une lucidité, il a une intelligence de Et combat Mika, qui et est puis même énorme. la manière dont il arrive à se relever, même si c'est pas la meilleure des manières, ça lui Écoute, réussit. il a trois qualités de ouf, il est athlétique de ouf, il a une résilience de malade Et Mika, et il a une intelligence de combat. techniquement, moi je trouve qu'il a des bonnes jambes. Par exemple, même Wissem, ça il me l'a dit, que sa jambe arrière, elle était efficace et je pense qu'elle faisait beaucoup de dégâts. Et là, on l'a vu que son travail de sape. Après, c'est vrai que Et je reprends les mots de Clément Marcoux qui dit que Baki il a eu les ligaments croisés le 7 septembre. Donc apparemment, il n'y a eu aucun sparring dur. Donc après, ça c'est un fait de combat. Il aurait pu gagner avec. Malheureusement, il a perdu. Donc voilà, maintenant ça sort. Bah, ce que je veux dire, Ngannou, il a gagné avec gagne. les équipements. C'est tout. Ce que je veux dire, malheureusement, ça Donc c'est ok, euh, on va exclure ça. On va... Nassourdine. Nassourdine, toute sa vie, il a combattu blessé, il le dit, et jamais, jamais, jamais tu l'entendras le dire. Non, mais Jamais. effectivement, je te rejoins là-dessus. Après, voilà, chacun a sa manière de communiquer. En tout cas, là, je l'ai vu sur le live des balaises. Non, mais je Qui, pense qu'en fait, je pense que c'est une mauvaise communication de le sortir maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que en fait, le problème, je te rejoins tout à fait. surtout que c'est même pas Baki qui le dit. C'est les gens qui parlent pour lui. Laissez-le s'exprimer. Pourquoi vous voulez parler pour lui? Tu vois ce que je veux Est-ce dire? que Baki l'a pas dit ou il l'a pas fait comprendre, mais il a dit qu'il mettait pas l'excuse là-dessus. Je sais plus. Ouais, Mais je en ne tout cas, sais voilà. pas. Donc pour moi, en fait, on peut pas maintenant venir enlever du crédit à Jordan parce que, en Non, fait, comme la manière dont il a gagné contre Baki, ben, en fait, c'est un petit peu le cheminement qu'il a fait jusqu'à présent, tu vois. Et même si j'aime pas comparer de cette manière-là, mais lorsqu'il fait le combat contre Michael Marisardi, il a fait ce que Baki n'a pas réussi à faire, tu vois. C'est-à-dire finir le combat. Donc, oui. il a des qualités. Et moi, je le dis Ah clairement, non, hein. mais il a des qualités. Tu sais, même Tu sais, Jordan, j'avais il est eu un peu plusieurs. comme qui? Il est un peu comme Duplessis. C'est quelqu'un qui techniquement n'est pas extraordinaire, mais C'est en fait, efficace. voilà. Sauf que la vérité, c'est que sur ce combat, encore une fois, je le redis, AB, j'ai du mal à concevoir, à la vue de la différence technique entre les deux, comment Baki a pu perdre ce combat. Tu le vois dans le premier, le deuxième, troisième round, l'aisance avec laquelle il surdomine. Mais après, C'est Mika, une de est-ce que ça fait pas partie aussi de la stratégie de Jordan, au vu de ses peut-être. capacités? Franchement, ça, j'aimerais bien le savoir. Vraiment, Bah, j'aimerais bien moi, savoir. je pense que oui. Je pense que quand t'affrontes un mec comme Baki, tu sais que dès le début du round, bah, ça va être physique et on sait qu'il a des qualités hors normes, même pour sa catégorie. Donc, tu sais, je me dis peut-être que Et, ça faisait aussi partie du game plan. Après ça, et j'ai, ça, je suis voilà. obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Et pourtant, je trouve que le clan Baki, il est extraordinaire. Quand tu regardes sur la cage, Mhm. tu as Nicolas Haute, Marcou et son prof Eddie Holdog. Mais justement, est-ce que le fait d'avoir à un moment donné trois, entre guillemets, head coach, il n'y a pas un moment donné où la communication, elle est niquée? Bah, Tu le vois à un moment donné, à ouais. l'inter-round, regarde à l'inter-round entre le premier et le deux, tu as Nicolas qui essaye de parler à Baki et de capter l'attention de Baki, et tu as Marco qui parle en même temps à Baki. Et en fait, j'ai le sentiment que ça manque Écoute, de
ce matin, moi, j'ai demandé, justement, j'ai posé la question à Nicolas parce que j'étais sur Twitter, j'ai vu que, tu sais, il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça. Et non, a priori, ça va pas poser problème. Il y a eu de Ah, mais l'entente, il y a eu des choses cohérentes qui ont pas été de dites. problème. Et même si ça pose problème, il te le dira pas. Il me Soyons l'aurait, clairs. non, il Non, me l'aurait dit, Mika, il te si l'aurait dit, vraiment, mais il t'aurait dit après de pas peut-être le que, sortir. ouais, mais Il voilà, t'aurait moi dit. je l'aurais pas apporté comme ça, ou peut-être que j'aurais même pas dit que je lui ai posé la question. Mais justement, en fait, Écoute, j'ai posé la question, et en fait, il a été, au mois de septembre, je crois il a été une semaine ou deux chez Clément, tu sais, c'était avec Laïd et tout, là, au FMC. Ensuite, après, moi, j'ai pas suivi toute sa préparation, mais on sait que, officiellement, le head coach, c'est Nicolas Haute. ah, Maintenant, en c'est fait, lui. tu sais, même Nicolas, il m'a dit qu'il y a eu de très belles analyses du côté de Clément. Et qu'en fait, bah, lui et Clément, ils s'entendent très bien. Enfin, je te parle de Baki et Clément, ils s'entendent très bien. Il lui apporte aussi ce facteur confiance. Donc, même moi, si je me suis posé cette question-là, pour être très honnête avec toi, j'ai vu une image où il y avait Eddie, Clément Voilà, ouais. Marco et Nico. Donc, je lui ai posé la question, il m'a répondu très franchement. Donc, s'il y avait eu une mésentente, je pense qu'il me l'aurait dit. Après, moi, j'aurais pas peut-être forcément dit ouvertement comme ça. J'aurais juste dit que selon moi, ça a posé problème parce que c'est peut-être ce que j'ai pensé. Mais il m'a répondu très clairement. Après, voilà, pour moi, Jordan, il a fait son combat. Pour moi, il a fait son Non, mais combat. non, Jordan, il a fait plus que son combat. Je suis pas en train de dire ça. Je te dis, il a fait même que ce que 95% des combattants, ou enfin même 99% des combattants français de 77 kilos ne sont pas capables de faire. Donc il a fait plus que son combat. Il a fait ce qu'il fallait faire et il a tout mon respect pour ça parce qu'il a montré une force mentale de ouf. Et si tu remets dans le contexte, après le chaos de Doumbé, après tout ce qu'il a pu Bah, subir, regarde ce qu'il vient de etc., mettre là, Baki. En direct, là, il a dit une partie. ouais, mais peu importe ça, je m'en fous. Non, Écoute, mais je l'ai dit. ensuite, regarde, je veux surtout pas retirer du crédit à Zebo, surtout pas parce que vraiment il le mérite plus que tout ce qui lui arrive. Et il le doit surtout à peu de gens, à part à lui-même. Entre guillemets, hein. Bien sûr, c'est un travail collectif, mais ce que je veux dire, c'est avant tout grâce à lui. Et donc sur ça, respect éternel. Maintenant, sur le côté Baki, je te jure, re-regarde la scène à l'inter-round entre le round 1 et 2 et dis-moi qu'il n'y a pas un peu de cafouillage dans la manière de donner des consignes. Dis-moi que ça part pas dans tous les sens. Je t'invite à regarder l'image. Non, Tu regardes je vais regarder. Après, moi, et là, j'ai pour investigué, moi, il y comme a on une vraie dit. question. Ouais, mais pour moi, il y a une vraie. Et si tu t'es posé la question, c'est que tu as perçu de Bah, c'est l'extérieur quelque normal. chose. C'est normal parce que de l'extérieur, tu vois trois personnages qui ont leur rôle de head coach. Par exemple, Clément Marco, c'est pas un spécialiste du striking, par exemple, c'est un spécialiste du MMA, donc il a ce rôle de head coach avec les élèves ses élèves, ses athlètes du FMC, par exemple. Nicolas Haute, il a ce rôle de head coach et pas un spécialiste du striking ou d'un domaine en particulier, même si de base il a un background de sol, etc. Eddie, pareil, je pense qu'il a aussi cette casquette-là de head coach. Maintenant, je te le dis, officiellement, dans la team, le head coach, c'est Nicolas Haute. Maintenant, c'est vrai que moi, je me suis posé la question et c'est pour cela que je lui ai posé cette question-là. Maintenant, il m'a dit qu'il y avait une très très bonne entente, qu'il y avait des choses cohérentes, qu'il y avait des choses. En fait, voilà, tout le monde allait dans le même sens. Donc, c'est pour ça que Maintenant, c'est ce que je alors, te dis. je ne sais pas les consignes qui ont été données. Et encore une fois, ça ne retire rien à ce que je pense de Nicolas. Je l'ai toujours dit, pour moi, il fait partie voire des deux meilleurs coachs de l'année depuis au moins 2 ans, 3 ans en France. Et cette année, c'est pareil. Et cette performance n'y fera rien. Mais je ne vois pas comment, à la fin du premier round, où Baki a mis tout ce qu'il pouvait en anglaise, a amené le combat au sol, a mis du ground and pound et a vu qu'il allait pas finir Zebo, comment on lui dit pas ralentit et gère les positions? Hmm. Comment on ne dit pas à Baki, oh, calme un peu Bah, le jeu, apparemment, ta justement, tête est rouge. ce qui lui a été dit, justement, dans les consignes, c'était d'aller chercher la lutte et de pouvoir mettre Jordan sur le dos. Et alors regarde, le problème c'est qu'il le fait 5 fois il se relève Zebo. T'imagines comment ça Bah, carbo? Mika, si en tout cas, avec les éléments qu'on a pu entendre, s'il combat avec des ligaments croisés, comment est-ce que tu veux qu'il puisse striker, sachant que Zebo, il a un archi bon travail de sape. Ok, d'accord. Alors, il fallait peut-être en gréco, ou dans ce cas-là, si, admettons, la stratégie c'était de garder au sol, la réalité c'est qu'il n'a pas su le garder au sol. Ah ben sur ça, c'est indéniable. Mais quand tu es coach et tu vois que ton athlète il n'arrive pas à garder au sol, bah, tu vas proposer autre chose. Tu vas pas lui dire de continuer à ramener au sol. Donc, non, sincèrement, pour Bah, moi, Mika, écoute, si il est je suis sur une critique. Non, jambe, j'ai toujours été critique sur certains coachs, et là, ça serait mentir. Et pourtant, non mais en Nicolas, gros, ok, c'était un super non entraîneur. regarde, regarde ce qu'on fait. Et, T'es dans le coin, je l'ai fait en ni l'un ni l'autre, hein, mais t'es dans le coin de ouais, Jordan.
Tu lui demandes Mais quoi? Jordan, ils ont fait le combat parfait. Excuse-moi, non, excuse-moi. T'es dans le coin de Baki, qu'est-ce que tu lui dis alors, comme consigne? Bah, Même si la lutte s'est pas passée et qu'il a un genou en moins. à la fin du premier round, je dis ralenti. On a juste besoin de gagner les rounds un par un, ça va être difficile de le finir. Et tu vois ce que je veux dire? Ça va être difficile de le finir. Donc Et à la fin déjà, du quatrième round, qu'est-ce que tu lui dis? bah, au quatrième round, c'est trop tard, il s'est carbo déjà. Oui, mais Il s'est donc carbo. dans ce cas-là, c'est quoi les consignes que toi tu aurais dit? Mais c'est avant ça, c'est avant d'arriver au moment où tu es carbo. Après, une fois que tu es carbo, il n'y a plus de magie. Non, mais On peut pas faire de la magie. j'ai pas dit le contraire, mais je Mais te non, pose mais la écoute, question. tu me demandes, une fois que le mec il est carbo, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Bah mais non, c'est pas parce c'est qu'il est carbo que c'est- c'est trop tard. bah, dans ce cas-là, tu vas lui dire de se déplacer, mais s'il ne peut pas se déplacer, et si d'emblée, quand tu prends le combat, tu sais qu'il ne peut pas se déplacer, et ben ça revient à ce que je disais avant, pourquoi tu acceptes le combat? Pour moi, c'est Ah non, mais jouer après avec. ça, c'est... Oui. Donc pour moi, c'est tu prends des dés et tu joues avec la carrière de ton combattant. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois ce que je veux dire? Par contre, je ne dis pas que la blessure, elle ne l'a pas Mhm. handicapé hein, dans le combat. Et je dis juste que la blessure ne doit pas être une excuse. Mais tu C'est sais tout ce que. tu sais, après, moi, pour être honnête, la gestion de carrière, tu sais, le MMA, c'est tellement un sport, bah, je ne saurais même pas, en fait, poser des mots sur ce que j'ai envie de dire. Mais tu vois, par exemple, en boxe anglaise, non, je vais même pas faire la parallèle. Mais je pense que lorsqu'on a l'opportunité d'aller à l'UFC, il faut y aller. Tu Mais je vois? suis Parce qu'en fait, on peut pas gérer une carrière. Tu sais, un jour, je voyais un combat, je crois que c'était au LFA, genre, il y avait un combattant qui avait, par exemple, hein, je te jure, genre 8-20. Genre 8 victoires pour 22 défaites, un truc comme ça, contre un combattant, je crois qu'il était invaincu, on montrait qu'il avait un record très propre, il perd par KO. Alors que c'était un match-up qui a été fait pour que l'autre puisse accéder peut-être à l'UFC. Et Mais en moi, fait, moi je pense que c'est vraiment la leçon à retenir. Lorsqu'on a une opportunité d'aller à l'UFC, il faut y aller. Baki, il a l'étoffe d'être une superstar. On voit qu'il est très très populaire sur les réseaux. C'est ce que l'UFC recherche. Et en plus, même techniquement, moi pour avoir tourné avec lui, je sais qu'il a le potentiel même de rebondir. Ça pour moi, c'est indéniable. Tu vois, vraiment, pour moi, il a le potentiel, il a une marge de progression, elle est folle. Mais la problématique, c'est qu'en fait, moi, de ce que j'avais cru comprendre sur une sortie médiatique, c'était que son contrat au PFL, il devait avoir lieu démarrer en fin d'année, en décembre, parce que même à un moment donné, ça a été teasé par Patrick Abirora. Tu sais, il avait tweeté, et en gros, voilà, il faisait entendre que lui et ben là, Baki il allaient sur la combattra pas même carte. déjà au Bah, tu PFL. vois, et en fait, je crois que ça a été à sa demande, peut-être lui ou son clan, mais voilà, c'est la même chose, de vouloir combattre. Après, est-ce que ça a été eux qui ont demandé Jordan Zebo? Je ne pense pas. De ce que j'ai compris, c'est Jordan qui a accepté lorsqu'on lui a proposé. Et Baki dit qu'ils sont venus lui dire ça et que lui, il a accepté à son tour, après que Jordan ait dit oui. Après, on va pas se mentir, pour être très honnête, Baki l'a dit, c'est disponible sur YouTube, partout. Pour lui, c'était un combat qu'il allait dominer de A à Z. Maintenant, Mais c'était un AB, je risque à suis prendre. persuadé. AB, je suis encore persuadé, et peut-être vous allez me dire que je suis un fou, mais tu refais pour moi ce combat 5 ou 6 fois, genre à l'avenir, pour moi, Baki va gagner. Écoute, je suis peut-être un fou, hein, mais je pense même que Baki, dans le temps, va faire une plus belle carrière dans le temps. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Zebo, il va pas faire de carrière et tout. Je te dis Mhm. juste que Baki, je lui prédis un plus bel avenir et que techniquement, s'il y a une revanche, je vois Baki au-dessus. Maintenant, si je suis à la place de Zebo, je vais pas te mentir, jamais de ma vie, je donne un rematch à Baki. Et Mais si j'ai l'opportunité de signer à l'UFC, je signe à bah, l'UFC pour moi, dans la foulée. c'est ce qu'il devrait faire en fait. En fait, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et même si on regarde bien, je pense que Baki, ce n'est pas le seul à avoir fait cette erreur-là. Enfin, là, tout de suite, il n'y a aucun nom qui me sort en tête. Mais je vous jure, pour moi, lorsque vous avez l'opportunité, en fait, de base, même Baki, sa ligne de conduite, c'était ça, c'était l'UFC ou rien. Tu sais, même on a vu quand il disait que le Et PFL. après, il a changé avec le Voilà, et en PFL. Oui. fait, tu sais, pour moi, en fait, quand tu cherches à performer au haut niveau, et surtout quand tu as le talent et le potentiel d'un athlète jeune comme Baki, en plus, il a tout pour lui. Il est bon techniquement, il est fort, il a une belle communication, il a de la hype. Va à l'UFC, je te jure. Il aurait pu signer à l'UFC Paris, voilà, je pense que lui, c'était vraiment un feu vert pour l'UFC. Et ce qui est dommage, c'est que bah, il a fait un détour, comme il l'a dit, mais tu sais, après, tu sais pas, il y a 36 000 chemins qui s'ouvrent, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres portes qui se ferment. Et c'est vraiment dommage. Et pour être très honnête, moi, c'est vrai, je te rejoins, je suis Jordan Zebo. Si je peux accéder à l'UFC, j'y vais. À la rigueur, peut-être que l'URS vont vouloir le garder, mais Non, mais bon, écoute, en fait, je vois pas l'intérêt de lui mettre un Brésilien ou un étranger. Je me mais dis, à la rigueur, pourquoi pas faire un Wissam Marmouche, Jordan Zebo 2? À la rigueur, c'est français, écoute-moi, c'est je franco-français. suis d'accord. Mais écoute, tu es à la place de Zebo. Tu es à la place de Zebo là.
un palmarès qui est quand même pas mal. Tu as une seule défaite en carrière, c'est contre, contre Doumbé. Tu as réussi à renaître de tes cendres et tu as explosé le numéro un qu'on voit tous comme un futur grand de la catégorie. Tu vois ce que je veux dire? À part pour le divertissement, c'est-à-dire si tu es côté spectateur, tu as envie de le voir. Zebo vs Baki 2. Ça se trouve même, il va y avoir l'opération de Baki qui fait que Baki ne sera pas là avant 6 ou 8 mois. Donc déjà, est-ce qu'il va attendre 6 ou 8 mois? La deuxième chose, tu sais que tu as été dominé pendant 3 rounds d'un point de vue technique. Que quelque part, toi, tu as su réveiller, t'as su jouer sur tes qualités. Non, Mika, De... excuse-moi. Pour Non, 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 moi, mais laisse-moi finir. Tu as su jouer sur tes qualités intelligence de combat, gestion de ton énergie, tu as mieux géré ton énergie et tu as su t'imposer au quatrième round. Mais voilà, d'un point de vue technique, tu as quand même été dominé. Quel est l'intérêt pour lui de remettre un peu les cartes de son destin en main pour une prime qui n'est pas ouf non, au mais RS c'est vrai, alors t'es un petit peu qu'il veut dur. signer à l'UFC? Non, 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 je suis Non, pas la dur. prime, elle a été très correcte, hein, mais même très, très, très Ah ouais, correcte de ce que j'ai entendu. ok. Mais maintenant, en fait, là, tu mises un petit peu, enfin, tu parles un petit peu trop d'un coup du destin. Et tu peux pas, Non, Mika. non, non, non. Non, mais parce Non, que non, pour j'ai moi, en pas fait, dit ça. derrière, c'est pas Non, comme s'il non, se fait dominer, il ferme les yeux, il envoie un overhand et ça non, passe. non, non, c'est pas ça. Il Non, est mais quand on même a vu dominé. que troisième round, il commence à revenir petit à petit. Quatrième round, il Exactement. défend les amener au sol. Il y a un Meilleur coup de coude G. qui passe sur une rupture de contact. Un coup de coude retourné. Après, il y a un coup qui passe en contre. Donc, ça a été construit. La victoire, elle a Ça a été été construite. construit. Et j'ai jamais dit le contraire, mon gros. Ah, un petit Je te dis, peu. non, bah gros, t'es un menteur si tu me dis techniquement il a pas été dominé, gros. Arrête, il y a une classe J'ai d'écart pas dit le techniquement. contraire, Mika, mais si, Bah, il a arrête. su revenir dans le combat. C'est ce qu'il a fait. Et ben, il a joué sur son côté athlétique et son intelligence de combat. Mais tu peux pas me dire que techniquement il était meilleur, c'est pas vrai. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit ça. Ah, mais Mais je te voilà, dis juste qu'il a c'est juste ce il que a je su dis. revenir Mais, techniquement. mais quand tu sais que techniquement tu es dominé, Bah, quand il tu est sais revenu que techniquement, techniquement Mika. Bah, je sais. Et c'est pour ça que je te dis l'intérêt d'un rematch pour lui, il n'est pas évident, dans le sens où il y a potentiellement une belle histoire qui va s'écrire avec l'UFC tranquillement. Pourquoi tout remettre dans un combat où tu sais que techniquement le mec a été meilleur que toi? Tu Mais vois ce que je veux dire? je te rejoins là-dessus, et c'est pour ça que moi, je t'ai pas parlé d'une revanche contre Ah Baki. En plus, voilà. je pense que Baki il va avoir un arrêt médical, etc., par rapport à son genou. Généralement, les ligaments croisés, c'est une opération du genou, plus rééducation, etc. Et moi, je me disais peut-être que ce qui peut avoir du sens sur un Adidas Arena, c'est un Baki, un 8 un 8 contre Jordan Zebo, parce que je sais que ça avait fait beaucoup de bruit, cette Ah, décision. mais il faudrait que Wissem recombatte. Par exemple, il recombatte Non, pas l'autre là. forcément, pas forcément. Non, non, je pense que ça a du Ah, sens je de sais mettre pas. directement un rematch derrière. Je pense que ça a du sens. Ouais. Maintenant, est-ce que Jordan va vouloir voir de l'avant? Après, on va pas se mentir, le RS, ils ont tout intérêt à faire des combats franco-français. C'est ce qui marche. On l'a Ouais, vu ce ouais, week-end, même si après, c'est c'est vrai sûr. que Baki, c'est une exception en termes de hype, etc. Mais les combats franco-français, c'est ce qui marche et c'est ce qui fait vendre, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est soit en fait, ils continuent sur un, deux combats à l'ARES, mais je vois vraiment pas en tout cas l'intérêt de lui mettre un étranger. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Surtout un étranger qui peut venir et prendre la ceinture, c'est moche. Donc autant pour moi, s'il continue sur Ares, pourquoi pas lui mettre un Wissam Armouche et après, sinon, aller à l'UFC. Non, après moi, il y a c'est lui là, Djokovic Je crois là, tu sais il est plus sous contrat avec l'Ares. parce que lui, il était pas mal, Ouais, hein, de lui, hein. base, ils avaient fait un face-à-face, mais après, entre-temps, ouais, il a été cuté de l'Ares. Donc c'est vrai que lui, il est pas mal. Lui, il a 5-0 à l'ARES. Franchement, lui, il était pas mal, tu vois. Et à la rigueur, si Wissem le bat, oui, effectivement, Non, mais on il peut est pas. plus à l'Ares. Après, peut-être qu'ils peuvent le reprendre, Ouais, mais d'accord. peut-être qu'il y aura un Mais retour dans de ce Clint cas-là, Hammer, je sais pas. je sais pas. Bah, pour moi, tu vois, pour Zebo, je préférerais partir à l'UFC que d'affronter Knut Hammer, hein, Non, franchement. mais Parce que ça je va te pas lui rejoins. rapporter, ça va pas lui rapporter une grosse hype. Et aujourd'hui, il mérite tout ce qui lui arrive. Encore une fois, attention à pas prendre des morceaux de ce que je dis. Il mérite tout ce qui lui arrive et j'ai grave sous-estimé sa capacité de résilience. Mhm. Je te jure que j'ai encore du mal à y croire, mais la résilience a fait pour beaucoup dans ce combat et il a une intelligence de combat, comme tu le dis, dans sa gestion des énergies. C'est un ordinateur, le mec, il compte les points, tu vois, c'est pas possible. Genre vraiment, genre si on lui dit pas aïe, t'as vu il disait dans une interview que genre pour lui donner les techniques à faire, on lui disait A, B, C. Mhm. Genre on lui dit pas jab, on va lui dire A dans sa tête. A, ça correspond à une technique, à Bon, une après, Jordan, attitude. il a toujours eu ce truc-là à intellectualiser, même un peu trop, moi, selon moi, le MMA. Tu vois? Bah,
Mais la vérité, en tout cas, et c'est toi en plus qui me l'a dit, tu m'as dit, tu verras, même si il paraît fou des fois quand il parle, enfin, tu m'as pas dit ça, mais Non, grosso mais c'est modo, vrai, je t'ai dit, il paraît genre vraiment dans sa bulle, et ça, je l'ai toujours dit. Et c'est, voilà, moi, c'est ça. ces derniers temps, je te jure, c'est ce que j'ai commencé à apprécier chez Jordan. Parce qu'en fait, même lorsque j'étais au Factory et qu'on était encore à Rungis, tu sais, j'avais beaucoup d'échanges avec lui et tout, tu vois. Et en fait, parfois, il était là, il s'entraînait, genre, je te jure, hein, sans exagérer, peut-être 4-5 fois par jour. Et moi, je lui disais toujours, mais gros, en gros, je lui faisais comprendre, pour moi, c'est pas qualitatif. Autant faire, par exemple, je sais pas moi, sparring le matin, prépa physique et drill. Ben, lui, en fait, il pouvait faire sparring le matin, 20 rounds de sac, prépa physique. Tu sais, en fait, limite, il mettait dans une journée, une semaine d'entraînement, il répétait ça à chaque fois. Tu vois, après, forcément, il gérait l'intensité, tu vois, mais et après, à un moment donné, au fil du temps, j'ai dit, écoutez, moi, en tout cas, je suis de l'avis, comme on dit, la performance valide la méthode. Pour moi, je vois vraiment les choses comme ça. T'as beau faire A, B, C, D comme méthode d'entraînement, tant que tu gagnes, qu'est-ce qu'on va te demander de faire? Tu vois? Donc moi, en fait, à la fin, c'est vraiment cette vision-là que j'avais de Jordan, même si au début, j'ai jamais vraiment été fan de sa manière de s'entraîner. Pour moi, c'était un petit peu trop fougueux, pas assez structuré. Mais comme on dit, le résultat, c'est la performance valide la méthode. Et jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. La seule erreur, enfin, le seul combat qu'il a perdu, c'est contre Cédric Doumbé. Non, Maintenant, il n'y a qu'est-ce rien qu'on peut à lui dire. reprocher? Et surtout que il a, entre guillemets, tu vois, dans son coin, à chaque fois, Jordan, il a jamais les grosses têtes du Factory à ses côtés et il sort des performances. Ouais? Tu vois, Non, mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'il s'entoure, mais je ne veux pas dire d'une équipe B, mais c'est pas en tout cas les gros head coach du MMA Factory qui sont dans son coin. Ouais, Et il a, après, Commandé, il a non, toujours non, été. il a créé une grosse dynamique. Et c'est pour ça qu'il a un côté, et ça on ne peut pas lui retirer, il fédère beaucoup de gens autour de lui. Il a cette capacité à fédérer autour de lui, et ça c'est indéniable. Non, mais c'est Maintenant, vrai, en plus d'ailleurs, bah, même, je pense qu'on se doit même de féliciter le travail de Commandé qui fait depuis, bah, je pense, le circuit amateur avec Jordan. Et après, là, je crois qu'il a aussi Anthony, un coach de sol, et comment il s'appelle mais le coach de lui? Je m'en excuse, j'ai oublié son nom. ça je peux pas te dire. Benjamin, Benjamin Manga. Mais ça, en tout cas, et je t'assure, tu ne pourras pas me le retirer de la tête. Je pense que bah, ceux qui enterrent Baki, calmez-vous, Baki va faire des performances Après, Mika, solides à venir. tu connais Mais Internet, hein. non, non, mais vraiment, après, pour moi, quand même, dans ce combat, il y a une vraie question que je me poserai pendant longtemps et j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus, même en off. C'est comment on accepte le combat si vraiment physiquement on sent que son combattant n'est pas capable de faire 5 rounds et comment on n'ajuste pas le combat quand on voit qu'à la fin du premier round, en ayant mis des coups puissants au foie, des coups puissants à la tête, des takedowns, etc., on voit qu'on finalise pas le combat. Comment on ne demande pas de ralentir et comment on ne demande pas à stabiliser le combattant au sol. Ça, c'est vraiment une Bah, des c'est ce qu'ils questions. ont demandé, Mika. Enfin, je Je pense. sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est pas ce qui a été appliqué. Ah non, mais bien sûr, après, entre les consignes et parfois ce que tu appliques, Mais voilà, c'est beaucoup d'instinct, hein. non, mais donc dans ce combat, il y a quand même quelque part ce qu'on peut pointer du doigt, c'est peut-être un manque d'intelligence et d'adaptation du côté de Baki. Moi, je pense, avec le recul, la solution de Baki, c'était de finir le combat le plus rapidement possible. Oui, mais ça, c'est. Maintenant, la problématique, c'est que quand on dit combat, bah, t'as su finir. Enfin, j'abuse, mais enfin, là, je vais vraiment parler sur ces combats sur l'ARES. Il a fait que des décisions et qu'un seul finish sur un combat où on sait que c'était un combat de retour. Et c'était contre. Voilà, il n'y avait pas une réelle adversité en face, soyons très honnêtes. Son avant-dernier combat, là, contre le Brésilien, bah, compliqué de se dire, je vais finir Jordan rapidement. Surtout qu'il n'a jamais été fini, mis à part son combat contre Cédric Doumbé. Et en fait, pour moi, en fait, à un moment donné, il faut se fier aux statistiques. C'est ce qui sort c'est ce qui sort le jour du combat. Et vraiment, pour moi, ce qu'on voit à l'entraînement, à un moment donné, il faut mettre de côté. Et en plus, là, bah, il y a quelques mois en arrière, il y a eu le combat contre Wissem et Jordan. On sait que bah, Wissem et Baki sont partenaires d'entraînement aujourd'hui. Donc, pour moi, la vraie donnée, c'est celle-là. Tout ce qui s'est passé à l'entraînement, que Baki l'a. Non, mais ça, on le dit souvent. En plus, l'entraînement, c'est l'entraînement. Le combat, c'est le Mais, et ouais, vraiment, voilà. Moi, en tout cas, je me fie aux statistiques, au combat, de au toute jour manière, J. là, aujourd'hui, il y a même pas c'est juste Zebo sur le classement Fight Matrix et devant Baki, point. Voilà. Ça s'arrête là. Et c'est actuellement, je crois, le deuxième ou troisième meilleur français chez les 77 kilos, point. Et c'est celui qui mérite de signer à Et l'UFC. c'est qui le premier sur Fight Matrix, là? Je crois que c'est Sola qui est passé devant parce que Sola, Ah, il a. il a combattu en welterweight, ok. Ouais. Ok, ok, Mika, bah écoute, en tout cas, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires.
à donner vos avis objectivement, dans le respect, et à vous abonner surtout. Mais tiens, on passe à l'UFC Vancouver. On avait le retour de Manon Fiorot. Bah, tout simplement, c'était son retour depuis son combat pour le titre il y a quelques mois en arrière contre Valentina Shevchenko. Euh, T'as commenté, donc je vais te laisser démarrer bah, sur la performance de Manon, moi, que j'ai vraiment apprécié. Et après, bah, je donnerai mon avis et voilà, Mika. Bah, en vérité, peu de choses à dire, hein, dans le sens où Manon, elle fait ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle prend le combat en main, elle arrive à toucher, connecter et elle met KO son adversaire. Elle montre que entre elle et la numéro, je crois que c'était la numéro 6 ou 5, je la sais pas, numéro 5 ouais. 5, ouais. Jasmine Josavidus, là. Ouais, Davicius. elle montre en tout cas qu'il y a un monde, et c'est souvent le cas à l'UFC. En général, quand vous prenez le trio de tête de chaque catégorie, en général, Mhm. avec le reste, il y a toujours une petite diff. Et là, elle montre, elle a marqué qu'il y avait une vraie différence. Maintenant, on sait que dans la catégorie, elle va être un peu bouchée parce que tu as Valentina Shevchenko et Zhang qui vont s'affronter. Ouais. Et en cas de victoire de Zhang on n'est pas à l'abri que Valentina ait tout de suite en revanche et que ça débouche sur une trilogie. Ouais. Donc, potentiellement, tu es sur une ceinture qui est condamnée pendant un an et demi. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on peut espérer pour Manon, c'est qu'elle reste active et qu'on lui donne Grasso ou Natalia Silva. Mais je pense que Grasso, même si elle est derrière elle au classement, ça peut être un beau combat. Après, moi, ce qui me surprend toujours, c'est le peu, vraiment le peu de commentaires, le peu de posts que j'ai vus, Bah, le combat Baki-Zebo a mobilisé la sphère MMA française beaucoup plus bah que après, le. c'est des combats qui dépassent les frontières du MMA. Et tu sais, bah, regarde, même pendant ce temps d'arrêt-là, mis à part Jab Live qui font du contenu régulier et même que je trouve qualitatif et qui invite d'autres invités, qui le fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous, Mais, on l'a fait, mais quand en tout et cas ce on que s'est arrêté durant cette période, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde en fait qui produisait et des podcasts de qualité en plus, tu vois. Donc malheureusement, la et- plupart des et podcasts dis- vont chercher le buzz. Et quand tu mets Valentina, Manon Fiorot, des combats féminins, bah malheureusement ça ne fait pas cliquer, tu vois. Donc moi en tout cas pour revenir sur la performance, j'ai apprécié. Et je sais qu'en plus elle a fait un gros training camp au Tristar. Bah en fait quasiment après son combat contre Valentina qui s'est mal passé malheureusement. Bah, elle a dit qu'elle a fait une sorte de dépression, qu'elle a eu du mal à reprendre l'entraînement. Et même moi, j'avais été cet été au Boxing Squad. Déjà, elle s'entraîne avec Hassan Dam pour la boxe anglaise. Donc, il y a une grosse préparation, un pré-camp d'entraînement. Et quand j'ai parlé avec Aldric, et j'ai beaucoup apprécié ça parce qu'il faut avoir, je pense, de l'humilité pour le faire. Et on va dire, lorsque tu as un athlète, une athlète que tu as formé de A à Z, en plus, on sait qu'eux, ils ont aussi une relation particulière extra-sportive, bah, il l'a délaissé, on va dire, entre les mains de Firas Zahabi. Et enfin, il a délaissé, il a laissé entre les mains de Firas Zahabi, le head coach du Tristar. Et je pense que l'ajustement qui était à faire pour Manon, c'était vraiment le côté offensif en boxe. Et là, on a vu qu'elle était vraiment talon ancré au sol. Et oui, je crois que c'est un bras arrière qui a touché. Et on a vu que on a senti en tout cas la volonté de faire du dégât. Et on a bien vu que toi, t'as appelé ça la danse du chicken. C'est la chicken dance, Mika, qu'on dit. Ouais, c'est ça, non? Ouais, mais t'as dit la danse du chicken, ça m'a fait rire. Donc on dit Ouais, ça bah, c'est la parce que chicken dance, et tu j'ai vois remixé que le français et l'anglais. ouais. Et en gros, voilà, tu vois qu'elle avait vraiment des mauvaises intentions, elle était bien ancrée au sol. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que moi, ce qui m'a fait peur chez Manon, c'est vraiment, ça a toujours été aussi le côté défensif en boxe. Et t'as vu, au début, elle sortait sur le mauvais bras, elle se faisait contrer et tout, etc. Après, elle a su reprendre ses esprits, je pense, peut-être écouter les coins, bien se poser et bien connecter en anglaise. Et pour moi, voilà, c'était vraiment cet ajustement-là qui lui manquait à Manon. Tu sais, être un peu plus sur les appuis, bien punir et tout. Parce qu'avant, c'était plutôt aérien, je mets du volume, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'impact, qu'il n'y avait pas vraiment de dégâts. Là, c'était tout le contraire, elle a envoyé un bras, boum, ça fait, ça titube, Et ça va même le aller au 29 sol. points, hein, il était puissant, hein. Il Elle était était puissant, tu bien vois. placée, hein. Et Les non, trois frappes. ils ont fait un gros travail, donc franchement, félicitations à eux. En tout cas, même la manière dont on revient d'un title shot qui a été perdu, on sait que c'est toujours compliqué. Je me rappelle par exemple de Dominique Reyes qui a fait une succession de défaites. Et donc voilà, elle est revenue de la meilleure des manières. Elle envoie un gros message à la catégorie. Et franchement, ça fait plaisir. Et c'est vrai que malheureusement, bah, il n'y a pas assez de couverture médiatique quand c'est Manon Fiorot. Pourtant, il est au plus haut niveau. Bah voilà, après, malheureusement, c'est comme ça et on fait avec. On est d'accord. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais, n'empêche, sur les podcasts et tout, il y a quand même quelque chose, c'est qu'en général, tu sais, quand tu as une combattante qui combat sur
en MMA à l'UFC ou un combattant, quel que soit le combattant, il y a toujours une effervescence autour. Et là, je te jure, si tu n'étais pas un peu connecté ou un peu sachant, le combat il passait vraiment à la trappe. Et ça, c'est assez étonnant. Vraiment, c'est étonnant. Ensuite, dans ce combat, il y avait le main event qu'on attendait tous, non pas parce qu'on supportait Brendan Allen ou on supportait des Riders, mais parce qu'en fait, des Riders a beaucoup parlé de Nassourdine et en cas de victoire, on se posait même la question de savoir est-ce que des Riders allaient voler la vedette ou la chance au titre face à Nassourdine. Et donc, du coup, on a tous regardé un peu ce combat en se disant bah, qu'est-ce qui va se passer parce que ça peut dessiner la suite de la catégorie des 84 kilos. Et j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si on doit dire heureusement, pas heureusement ou peu importe, mais en tout cas Brendan Allen, qui est un ancien adversaire de Nassourdine, que Nassourdine a battu notamment à Paris, à Bercy, s'est imposé face à The Rider et a stoppé un peu l'ascension de The Rider. Et donc clairement aujourd'hui dans la catégorie des 84 kilos, le challenger officiel pour la ceinture, c'est Nassourdine et personne d'autre. Ouais, bah Mika, écoute, moi, après forcément, là, je vais être chauvin. Je suis vraiment très content de ce qui s'est passé pour The Reader. Vraiment très content parce qu'il a un petit peu trop ouvert sa bouche et j'ai vraiment pas apprécié. En fait, tu sais, pour moi, ce qui prime, même si après, malheureusement, bah, c'est aussi du business, etc., c'est la performance dans la cage. Vraiment, c'est la performance, le facteur numéro un. Sauf que voilà, on sait que bah, à l'UFC, même la manière dont ils ont poussé Caio Borralho contre la Sourdine, voilà, c'est. Tu performes, mais si t'as de la hype, on te met un peu plus devant, tu vois. Et on sait qu'en plus, Nasruddin, voilà, sa manière de communiquer, c'est de ne pas vraiment communiquer. C'est ce qui marche, c'est sa DA. Ils sont fidèles au personnage, donc voilà, tant mieux pour eux. Mais voilà, moi, le fait de voir des Raiders insister et dire que Nasruddin n'aurait pas sa chance au titre, j'ai trouvé ça vraiment injuste de sa part. Après, voilà, c'est aussi lui, sa manière de communiquer. On peut rien lui enlever. Et je pense que il a su même, on va dire, comment dire, il a su créer une tension entre lui et Ramzat Chimaev, sachant qu'il était même loin derrière, dans les classements. Tu vois, même sur Twitter, on voit qu'en gros, il lui a donné de l'intérêt à Chimaev. Donc, il a bien fait son jeu en vrai de vrai. Maintenant, voilà, en tout cas, là, ça affirme, même si depuis au moins peut-être deux combats, je trouve que Nassoun, il mérite son title shot. Encore plus depuis qu'il a tapé Adesanya. Mais là, Caio Borralho, il a été effacé de la course. Derrider, il est effacé de la course. Brandon Allen, voilà, il a perdu contre Nasruddin deux combats en arrière, donc enfin il y a un an maintenant, je pense. Donc pour moi, il est exclu aussi de, euh, de la course au titre, en tout cas pour le moment. Et voilà, pour moi, en fait, Nasruddin, c'est le prochain prétendant. Après, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas un Nasruddin contre Strickland en revanche? Moi, personnellement, je pense que c'est possible parce qu'à l'UFC, bah, il n'y a pas de logique hein, et tout est possible. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas. Et pour moi, voilà, Nasruddin doit être le prochain prétendant au titre et point à la ligne. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, hein. La logique sportive veut ça. Après, est-ce que la logique business veut ça? Je sais pas. Il y a que l'UFC qui sait. Mais clairement, il n'y a pas un monde où aujourd'hui, c'est pas Nassourdine qui doit combattre Khamzat Chimaev. Maintenant, on attend tous avec impatience que le combat puisse s'officialiser. La seule petite chose qui me fait douter, c'est que je crois que Nassour, il sort d'une petite opération qui fait qu'à mon avis, il sera pas disponible avant 3 4 mois. Et peut-être que Chimaev, il a envie de défendre son titre dans deux Bah, mois. Mika, regarde, là, actuellement, bon, après mardi, demain, il y aura une mise à jour, mais là, tu as Ramzat Chimaev, Duplessis, bah, son coach, après, voilà, entre ce qu'il a dit, la réalité, il disait qu'il voulait vraiment, en fait, travailler, et pourquoi pas avoir la revanche, mais genre, dans très longtemps, le temps d'avoir des axes d'amélioration. En deuxième, t'as Nasruddin, en troisième, t'as Strickland, quatrième, t'as De Reader, cinquième, Adesanya, Antonio Hernandez en 6, Caio Borralho en 7, Robert Whittaker. En fait, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'on peut donner à Nasruddin, mis à part Ramzat, tu vois. Après, moi, je ne serais pas surpris de voir Sean Strickland pour une revanche contre Nasruddin. Après, la seule truc, c'est que Strickland, il est suspendu jusqu'au 29 décembre. Mais Oui, bon, mais je crois que c'est il y a différents états, je crois. Mais en tout cas, pour moi, bah la merci. Sourdine, et je pense que vraiment, hein, tous les médias devront même faire une propagande. Peut-être que ça a de l'impact à l'international. Et je te jure que moi, ça me fait chier. Vraiment, hein, peut-être que je suis dans l'abus, mais ça me fait chier quand je vois RMC, par exemple, faire une vidéo de Denner et Derider, là, et le laisser s'exprimer en disant Nasruddin n'aura pas sa chance au titre. En fait, pour moi, ça met du poids dans ce qu'il dit, alors qu'on est français.
Je sens que ça me Non, parce que dérange. l'UFC, ils font le travail pour Nassour quand même. Tu vois, là, Ouais, mais ça me fait tu vois chier, un moi, de truc. voir des médias français. Tu regardes comment Henry Cerudo, là, Non, les mais, conneries qu'il dit, par exemple. Il défend ses ouais, compatriotes, tu vois, Cerudo. ouais, mais t'as raison. Mais bon, Et je pense que tu nous, vois, on devrait faire pareil. C'est, non, voilà, je mais pense qu'on devrait t'as faire t'as pas pareil. tort. Mais après, on lui pose une question, il fait, c'est aussi le jeu des clics, tu vois. C'est comme ça que ça fait cliquer, c'est comme ça que ça fait Est-ce réagir, que c'est tu as comme ça. déjà vu, on va dire, un média, en tout cas anglais, je sais pas, mais interviewer Cyril Diane et laisser Cyril Diane, on va dire, cracher, par exemple, même si c'est pas le personnage. C'est même pas parce que je regarde pas en anglais. J'ai RMC qui me permet de Ah, mais regarder tu tout en suis français. quand même les TNT Sport et tout ça sur Instagram, tu vois, ça circule. Je sais pas, je peux pas te dire. Écoute, sincèrement, je sais pas. Je trouve que c'est un Ok. procès un peu facile. Écoute, en tout cas, moi, ça ne me plaît pas, soyons chauvins jusqu'au bout. Bon. Bah écoute, c'est la parfaite transition et le dernier sujet de l'actualité. UFC 321, Cyril Gane contre Aspinal pour, pour le titre des heavyweight. Et Mika, moi, pour être très honnête, ça fait peut-être 10 ans que la catégorie, il n'y a pas eu de renouveau. Et là, on est vraiment sur deux poids lourds de la nouvelle génération, deux poids lourds à leur prime, deux poids lourds atypiques. Et je crois que la dernière fois, en fait, qu'il y a eu la fin d'un cycle, c'était il y a 10 ans. Tu sais, t'avais encore les Ken Velasquez, les Fabricio Verdum, les Alistair Overeem. Et là, on est sur du 109. Même si on sait que les quatre qui flottent au-dessus de la catégorie, il y a, on va dire, un océan qui sépare avec ceux qui sont derrière, le top 10, le top 15. Et vraiment, ce combat-là, c'est peut-être 2 3 ans, même, ouais, peut-être 3 ans que je l'attendais. Et je savais qu'à un moment donné, ça allait se faire. Aspinal, lui, moi, je le suis depuis le Cage Warriors. Bah, Cyril Gane, je l'ai découvert au TKO, je pense, même pas, je l'ai découvert sur le combat contre Bouganem. Il y a quelques années de cela maintenant. C'est deux poids lourds qui apportent de la nouveauté, de la fraîcheur dans la catégorie. Il y a un historique aussi. Il y a un historique hein, entre Cyril Gane et Aspinal. Je pense qu'il y a une réelle animosité, même si c'est pas en tout cas la chose qui met en avant les deux. Et là, pour une fois, je sens un Cyril, avec tout ce qui s'est passé dans sa carrière, dans le passé, un Cyril qui est déterminé, qui a une rage, qui a vraiment l'envie d'aller chercher la ceinture. Et pour moi, la preuve, le fait qu'ils se sont isolés à Dubaï pendant peut-être quasiment 2 mois au total pour faire une cellule, pour aller chercher des poids lourds qui sont forts, qui sont là, tu vois, bah pour moi, ça prouve que voilà, là, ils sont vraiment en mission. Et c'est une autre communication que celle qu'on avait vue contre John Jones, tu vois, avec des sparring qui étaient bah, clairement pas des poids lourds, tu vois. Et là, pour moi, on est vraiment sur une autre dimension, sur une autre approche, tu vois. Ouais, après, tu vois, donc c'est toujours le problème des prépas, c'est toujours ce qu'on nous montre et ce qu'on nous montre pas. Donc difficile à dire s'il a vraiment tout changé ou si ça avait déjà été mis en place. Mais clairement, il y a du changement. Dans la communication, on sent qu'il prend conscience quand même que derrière, il y a une attente du public français, de ses fans. C'est-à-dire que je pense que Cyril a beaucoup combattu en faisant des performances incroyables, mais sans forcément mesurer ce que ça représentait pour le public Ouais. français d'aller chercher une ceinture face à un John Jones ou des choses comme ça, et que parfois son comportement pouvait montrer, ou enfin on pouvait en déduire qu'il y avait une sorte de légèreté autour de ça, mais c'est son personnage. Mais là, on sent qu'il y a le côté un peu réel de la chose, on sent qu'il a pris les choses à cœur, on sent qu'il y a eu du changement, on sent qu'il y a une remise en question. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voir Lopez accepter d'aller dans un gym étranger, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'aurait pas pu avoir lieu il y a 2 ans. On peut me dire ce qu'on veut, mais Mhm. je pense que le fait aussi que le Factory connaisse un peu le creux de la vague, bah, ça a permis qu'il y ait du renouveau et une manière différente de penser et de réfléchir. Et du coup, bah, peut-être que ça va être bénéfique. Et tu vois, c'est assez marrant parce que le MMA, ça va vite. Le Factory, c'était vraiment dans le creux de la vague. Et là, potentiellement, en l'espace d'une semaine, entre la victoire de Baki de Zebo sur Baki qui fait rebriller le Factory à l'échelle nationale, plus une potentielle victoire de Gann qui ferait briller le Factory à l'échelle internationale, et ben, en fait, on redistribue toutes les cartes. Vraiment, hein, on redistribue toutes les cartes. Et j'ai l'impression que dans le dur, je pense que dans l'inconfort du MMA Factory actuel, sur le contexte actuel, fait qu'ils ont réussi à trouver du renouveau, à se poser les bonnes questions et à mettre en place des choses qu'ils n'avaient pas fait avant. Donc vraiment clairement, moi, quoi qu'il arrive, c'est ce que je dis,
Il faut absolument qu'on supporte. Aujourd'hui, autant tu vois, quand Cyril Gann affrontait un Ngannou, je pouvais comprendre que bah, beaucoup appréciaient Ngannou. Moi-même, j'ai supporté Ngannou. Quand Cyril Gann affronte John Jones, je peux comprendre qu'il y en a qui idolâtrent la légende de John Jones et qui sont pour John Jones, même si c'était pas mon cas. Mais par contre, face à Aspinal, je vous jure, ceux qui supportent Aspinal, pour moi, ce sont les mêmes gars qui supportaient Frévola face à Fares Ziam. Et Il y même a, là, on est sur une dimension fois 1000, hein. et tu sais, tous ceux qui supportaient Frévola face à Ziam, là, soi-disant, ouais, c'est un de nos Mhm. combattants favoris et tout, bizarrement, je les ai pas vus la semaine dernière, là, ce week-end, quand Frévola il a combattu, je les ai pas vus, hein, ses Non, mais c'est supporters. juste parce que Frévola, il a su jouer le French là, C'est et pas vrai, ils ont fait les c'est juste, suceurs, tout simplement. c'est juste des Oui, antiparesses. Et tous ceux allez, qui dis-le, supportent, disons les termes, c'est des racistes. ouais, je veux pas dire racistes, en tout cas, c'est des antifares. Et de la même manière que ceux qui supportent Aspinal et qui sont français ou autres, bah, c'est des anti-Cyril Gann. Non, mais Genre, après, là, j'ai pas l'impression de voir des Français, à part si c'est des haters, mais j'ai l'impression que tout le monde est derrière Cyril Gann. Mais en non, tout cas, mais moi, Mika, bah, là, quand tu dis tout le monde, ok, tout le monde le dit peut-être, mais personne ne le marque. Enfin, ouais. moi, j'ai le sentiment que Mhm. ça manque vraiment d'effervescence. Pour moi, là, dans cette Fight Week, on Mhm. devrait, la sphère MMA dans sa globalité, quelle que soit la team, quel que soit le. Là, vraiment, on doit montrer un soutien Non, pour je... et je l'ai fait de la même manière quand Fiorot a combattu Shevchenko. Je le fais pour Ganna et je le ferai si Nassour affronte Mhm. évidemment Chimaev. Et là, j'ai vraiment l'impression que si à un moment donné, le MMA, il a besoin d'unité, c'est dans ces moments-là. Et c'est en ça que j'explique qu'il n'y a pas un monde, même si j'apprécie le combattant qui est Aspinal, même si j'ai conscience que c'est une bataille qui va être difficile et que pour moi, Cyril Gann est challenger et pas favori dans le combat, je donne toute mon énergie corps et âme pour que, entre guillemets, pour supporter et montrer mon soutien. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Non, mais écoute, je te rejoins. Après, pour aller, on va dire, rapidement de son camp, là, j'ai vraiment... Enfin, et même ils le disent dans leur communication, c'est la première fois qu'ils font un camp comme ça, à l'étranger. Même avant d'aller à Dubaï, il y avait Alexandre Romanov qui était là. On sait que lui, c'est un solide grappleur. Là, ils ont Pouya Rahmani, là, tu sais, c'est un poids lourd qui a à peine 5 combats, mais qui est un très très gros grappleur. Il a même Mika Hossein Trabelsi, là, sur le PFL Abu Dhabi ou Dubaï, là, qui a eu il y a quelques semaines. Il avait même battu en grappling. Tu sais, ils ont aussi le grand grappleur, le Aïssam, là. Un grappleur, tu sais, mais qui fait que des combats en grappling, mais qui mesure quasiment 2 mètres. Ils se sont vraiment entourés des meilleurs, tu vois. Et en plus, ça me rappelle aussi le camp que John Jones avait fait contre Cyril Gane. Quand tu verrais dans les coups down que John Jones, il avait peut-être 7 8 9 poids lourds avec lui, tu vois. Et en fait, bah, c'est un travail de sensations différentes, déjà de tourner avec des poids lourds grappleurs en plus. Non, pour moi, là, ils ont vraiment fait en fait ce qu'ils auront dû faire il y a longtemps. Maintenant, on peut que les supporter et on peut que, on va dire, Exactement. apprécier et souligner le camp d'entraînement qui a été mis en place pour ce combat-là. Maintenant, Et après, du côté d'Aspinal. même la communication autour du camp d'entraînement. C'est-à-dire que au moins, on voit ce qui a été fait. Mhm. C'est bête à dire parce qu'on n'a pas à devoir prouver ce qu'on fait. C'est Ouais, mais vrai, après, tu vois. ça fait partie du jeu, Mika, la Ça fait communication, soit à partie ce du jeu. niveau-là, tu vois. Voilà. Et c'est Et vrai, mais je suis d'accord avec toi. Je me fais juste l'avocat du diable en disant, bah, en réalité, il n'a pas à prouver ce qu'il fait, tu vois. Mais ça fait du bien de voir qu'il fait les efforts pour aller chercher cette ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je ouais, trouve que après, de l'autre côté, Mikios, on a Aspinal, bah, lui qui a, en tout cas dans sa communication, qui l'a toujours fait ce que Cyril Gann et Fernand Lopez sont en train de faire. C'est-à-dire, en fait, s'entourer de poids lourds, s'isoler, en fait, vraiment avoir leur cellule entre poids lourds. Et je sais qu'en Angleterre, il y a même celui que j'avais affronté, là, Joe Fulton, il fait partie aussi de cette team-là de poids lourds. Ils sont une dizaine, voire une quinzaine de poids lourds. T'as le champion du KSW, le champion du Brave. Donc, en fait, voilà. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que avoir fait ce camp d'entraînement à quelques mois du combat, est-ce que ça va être suffisant? Quand on a un Spinal qui, entre guillemets, d'après la légende, s'entraîne depuis qu'il a 7 ans, 8 ans, a été entraîné par son père qui est lui-même black belt en JB, et même pour sa dernière sortie médiatique sur RMC, il est revenu un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière lorsque Cyril Gane n'était pas disponible parce il était engagé sur Netflix. Et tu vois en fait qu'il dit quoi? Thomas Spinal il dit même pour 50 millions, même pour 100 millions, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi? Parce que lui, c'est un amoureux du sport, parce que lui, c'est le combat avant tout.
Et derrière, on a Cyril, qui est talentueux, qui est au plus haut niveau, bah lui qui voit aussi d'autres opportunités se présenter. Le cinéma, etc., etc., tu vois. Donc c'est vrai qu'on est sur deux, on va dire, deux mindsets différents. Et même lorsque Cyril le dit lui-même dans son interview sur RMC, il le dit que t'as des athlètes qui sont prêts à mourir pour ce sport. Et tu vois, je pense que lui, il s'exclut en disant ça, tu vois. Donc c'est vrai qu'on est sur deux dynamiques différents. J'irais, moi, si je devais comparer Thomas Pinal, je le comparais un petit peu à John Jones. Tu sais, des mecs qui font que ça, qui sont omnibulés par ça. Et Cyril, derrière, même si pour ce qu'on a, je pense que c'est différent, mais sinon, on va dire globalement, il a ce détachement, tu vois. Donc maintenant, est-ce que ça va jouer ou pas? Ben, la réponse, on l'aura bah, dans une semaine. Et donc voilà, après, je pense qu'on va un petit peu rentrer peut-être dans l'analyse, Mika, comme je disais tout à l'heure. Sur l'état d'esprit, et c'est ce que tu dis très bien, c'est que déjà Cyril n'a jamais rêvé d'être champion de MMA. Le MMA, il lui est tombé dessus un peu par hasard et il s'est avéré que c'était un génie, un surdoué du pied-point et il a réussi à mettre en place des choses pour arriver limite numéro 2, numéro 3 du UFC sans avoir à travailler son sol et sa lutte quasiment. Non mais c'est une dinguerie, c'est dire le niveau. Et de l'autre côté, on a le besogneux qui travaille dur toute sa vie, dont le rêve c'est d'être champion de MMA et c'est un peu la différence entre les deux, c'est que tu as un génie d'un côté qui n'en a jamais forcément rêvé, et de l'autre côté, tu as un besogneux qui en rêve depuis toujours. Donc ça, sur l'état d'esprit, c'est sûr et certain qu'il y a une petite différence. Maintenant, la chose qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que Cyril, il donne le sentiment sur ce camp d'entraînement d'être parti dans l'inconfort. Il a, j'ai le sentiment, déraciné un peu de Paris. Il est parti dans quelque chose qu'il n'aime pas faire. Et tous les jours, il a goûté un peu à ça. Et c'est ce qui fait que peut-être il s'est forgé ce mental de champion qu'il n'avait pas forcément. Ouais. Mais c'est ça, Mika, je te rejoins, et tu sais, pour parler du combat, et pour un petit peu analyser ça, comme j'ai dit, on entend beaucoup ça, et même peut-être que nous, on l'a dit à un moment donné, c'est que c'est cette opposition-là de striker vs grappler. Et pour moi, en fait, bah, la plupart des finishes de Thomas Final, c'est dû à son anglaise, à son punch, à son striking, quoi. Si on avait, on va dire, un style comme Curtis Blade qui cherche vraiment à aller au sol, qui fait du in and out et qui shoot en double leg à toutes les 30 secondes, ouais, j'aurais dit c'est un type d'opposition. Mais là, pour moi, je peux pas dire que c'est similaire, mais c'est juste qu'on a un puncher en face qui a des grosses aptitudes au sol et en lutte, parce qu'on l'a vu par exemple contre Volkov, comment il s'est rendu le combat facile, avec des timings, avec des choses basiques. Et aussi, il faut le préciser, Mika, que en poids lourd, on va dire, il n'y a pas besoin d'avoir le panel technique d'un lightweight. Tu vois, parce que le gabarit, la force, ça compense, il y a moins de mobilité au sol, etc. Donc voilà, ça c'est à noter. Et quand tu regardes les statistiques, Cyril, sur ses combats à l'UFC, il a deux soumissions. Ok? Thomas Spinal, il a deux soumissions. Donc tu vois, moi, Ouais, c'est comme je t'ai dit, même si on sait que, et même Cyril il l'a dit, quand ils lui ont posé la question, lui, c'est son meilleur en striking, mais il a dit que Aspinall, il a plus d'armes en grappling. On est d'accord, mais maintenant, ça n'a pas été non plus ses armes, on va dire son arme numéro un d'aller au sol à chaque fois. On a vu que c'était un puncher. Maintenant, moi, ce que je trouve en fait chez Aspinall, c'est que il va super vite. Il a des beaux mouvements de buste et tout pour un poids lourd. Il a une aisance. Mais je trouve qu'il y a des grosses ouvertures, notamment lorsque sur le côté défensif. En fait, lui, lorsqu'il touche et qu'il installe son rythme, tout va bien. Mais par contre, lorsqu'il y a des échanges, on l'a vu contre Pavlovich, je trouve qu'il a beaucoup le menton à la fenêtre. Je sais pas si tu te rappelles du combat contre comment il s'appelle? L'ancien champion des lourds, Arlovski. C'est un combat en fait qui a dû obliger Thomas Spinal à changer de niveau et à aller chercher la soumission parce que Arlovski lui a donné du fil à retordre. Et c'est la première fois que Thomas Spinal il voit le deuxième round à l'UFC, tu vois. Et pour moi, très sincèrement, il ne va pas voir. Il faut pas qu'il aille s'aventurer avec Cyril en striking parce que pour moi, vraiment, Cyril il va le balader. Et je te jure que même pour parler de statistiques, après je te laisse la parole, je vois un 51-49 pour Cyril. Vraiment. Pour moi, va pas falloir s'aventurer avec Cyril en striking. On a vu ce qu'il a fait à Ngannou, il l'a transformé en lutteur. Pourtant, Francis, il l'avait jamais connu, mis à part sa défaite contre Miocic. Une décision, il l'a transformé en lutteur. C'était l'homme le plus effrayant, même peut-être que c'est toujours l'homme le plus effrayant, et tu sais, comme ils disent la baddesse, là, bref, le plus fort au monde actuellement. On a vu les KO qu'il a infligés à Overeem, etc. Mais regarde ce qu'il a fait, regarde ce que Cyril lui a fait en striking. C'était beau.
C'était technique, il y avait une gestion des distances, il y a un déplacement qui est fou. Et vraiment, pour moi, il va pas falloir s'aventurer pour Aspinall, en tout cas en striking. Pour moi, la clé, ça va être de fatiguer Cyril avec des changements de niveau dès le début du combat pour réduire sa mobilité, pour que ça tape un petit peu dans sa caisse. Et après, pourquoi pas essayer d'aller peut-être finir. Mais pour moi, en fait, pour moi, Cyril est devant. Très sincèrement, techniquement, je vois Cyril devant. Ok. Moi, dans l'ensemble, je vais commencer par ma conclusion. Je vois 65 pour Aspinal, 35 pour Cyril. Non, Mika, Euh, t'es dur. non, mais c'est dur, on dirait, j'ai dit il y a 90-10. Bah, on n'est pas loin. Pourquoi? C'est juste que je vois deux chances de tirer un tiers. Pourquoi? Je m'explique. Et encore une fois, je te le dis, je suis 1000% avec Cyril, mais ça m'empêche pas de donner mon analyse et mon point de vue. En fait, sur les chemins de la victoire, il y a plus de chemins vers la victoire pour Aspinal. Au niveau du sol, je pense que même si, ok, si tu regardes les stats de l'UFC, tu vois deux soumissions, tu dis, bon, bah, au final, ils ont le même sol. Non. La réalité, Aspinal, il a un sol qui est bien plus avancé, même s'il ne l'a pas encore démontré à l'UFC, il a un sol plus avancé qui fait que si on se retrouve dans des positions au sol, je pense que le combat tourne en sa faveur. C'est-à-dire que Mika. Ok, ok. Ouais. C'est- je peux finir. Ok. Ici, le combat va au sol. Je pense que Aspinal va prendre le dessus sur Cyril. Maintenant, voilà, il y a toujours l'équation de ce que Cyril et qu'est-ce que Cyril a travaillé à Abu Dhabi et qu'est-ce que ça va permettre de mettre en place sur ce combat. C'est un peu l'inconnu, mais on espère il va trouver les parades. Mais sur le sol offensif, avantage à Aspinal. Ensuite, sur la lutte, j'ai tendance à donner un léger avantage à Aspinal, même si pour moi, c'est pas un très gros lutteur, mais c'est quelqu'un qui a des bons timings parce qu'il est super explosif. Oui, il est Et puissant, il fait 118 kilos, tu vois. et que comme il a le punch, bah, il force les gens à lever les mains et derrière, très vite, il arrive à lutter. Ça marche plutôt bien, il le fait correctement. La troisième chose que je mets au crédit d'Aspinal, c'est cette capacité à puncher que Cyril n'a pas. Cyril n'est pas un puncher, Cyril est un user. Et ce que je mets au crédit de Cyril, c'est le fait que ce soit un striker d'élite avec une gestion des distances incroyable et cette capacité à faire du footwork. Donc si je devais aujourd'hui dire voilà les oppositions, pour moi on a deux combattants de nouvelle génération, poids lourd, un qui se déplace très bien et qui a un striking d'élite, qui est vraiment un gars du pied-point, et on a un autre qui est complet, mais qui est quand même sur des déplacements new génération. Il est vraiment quand même un poids lourd un peu nouvelle génération dans le sens où il est quand même aérien, il explose beaucoup, il engage les combats. Et donc voilà. Et donc j'ai le sentiment qu'Aspinal, il a plus de solutions et un arsenal un peu plus grand que celui de Gann pour aller gagner le combat. Mais j'ai aussi le sentiment que plus le combat va durer dans le temps, un peu à l'image d'un Zebo face à Baki, c'est-à-dire que plus le premier et le deuxième round vont passer, et plus ça va aller au crédit de Cyril Gann. Maintenant, comme tu le dis, on n'est pas à l'abri que Aspinal, quand il engage son combat, bah, Gann réussisse à le contrer. Mais dans l'idée quand même du combat que je me fais, je me dis qu'on va plus être sur un combat où il y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de tentatives de la part d'Aspinal pour aller casser la distance, pour essayer d'aller puncher, pour essayer d'attraper Cyril. Et si Cyril arrive à gérer ça dans le premier et le deuxième round, bah, après, je pense qu'on va avoir un peu ce qu'on a pu voir face à Volkov, Cyril Gann la première fois. C'est-à-dire qu'au round 3, 4, 5, on a un Cyril peut-être qui prend un peu plus de coups, mais au final, on a Aspinal qui va être beaucoup moins explosif et beaucoup moins. Non, Mika, je pense pas. Tu sais, Volkov, bah, je crois que c'est le seul poids lourd avec ce style et cette corpulence-là. Donc Cyril, il pouvait se permettre, en plus, même au niveau de la taille, il était plus petit, et pourtant que c'est un grand poids lourd, Cyril. Donc il pouvait se permettre de poser les appuis et d'aller boxer, tu sais, en mettant le casque, comme il disait Fernand. Là, avec Aspinal, tu peux pas accepter cet échange-là. Tu sais qu'il va Non, vite, mais qu'il tape fort. au quatrième, cinquième round, Non, Mika, ça reste Aspinal. quand même un poids lourd Parce massif. que, attention, hein, Aspinal, il y a quelque chose, c'est que Aspinal, il a jamais connu au-delà de deux rounds, hein. Et pour moi, je te dis, le combat contre Arlovski a beaucoup d'indicateurs, même si entre-temps, il a fait beaucoup de progrès. Mais quand tu regardes bien les KO qui se sont produits pour Aspinal, j'ai l'impression que c'est lorsqu'il y a eu des échanges à mi-distance et que en face, ils ont accepté en fait cet échange-là. Et je pense que Cyril, il ferait jamais cette erreur-là d'accepter l'échange à mi-distance. Pour moi, ça va vraiment être pas forcément Non, du mais in and out où je touche, je sors, tu pas vois. ça. C'est que le problème de Cyril, c'est que même face à Ngannou, ça a été ça. C'est-à-dire que ça reste un poids lourd et autant il peut se déplacer sur trois rounds,
Autant quand tu arrives à la 17e minute du combat, bah tu te déplaces un peu moins, donc tu deviens forcément Forcément, plus sensible. forcément. Et, Et voilà, mais il faudra faire attention à ça. Maintenant, tu vois, de la même manière que tu prends le combat Arlovski contre Volkov comme une référence, mais tu vois, à défaut pour Gann, on peut aussi penser à quand il a affronté Tuivasa et qui nous a fait une frayeur quand il s'est fait connecter à Paris. ouais, non, C'était- je me rappelle très bien. Après, Et, non, mais c'est pour est-ce ça que que je te tu dis, visualises, est-ce que tu visualises un scénario où Cyril peut peut-être lui changer de niveau et chercher à amener Gano au sol, non, je ne crois à la pas, spinale? je te jure. Et Non, je mais pense qu'il écoute, peut. non, mais il faut savoir une chose, Mika. T'as vu, là, on n'est pas sur du Topuria Holloway. Là, on est sur des gros gabarits, des poids lourds. Donc, Oui, pour moi, même pour Aspinal, c'est l'inconnu de toucher, de se mettre, d'être sur le dos. Parce que c'est une catégorie où si Cyril arrive à mettre Aspinal sur le dos, au-delà du troisième round, il y a de fortes probabilités, ça ne me choquerait pas qu'il arrive à le contrôler. oui, bah, peut-être que tu as On raison. a vu Cyril changer de niveau contre Francis. Franchement, tout est possible. Non, mais On a surtout vu, dans cette catégorie-là, j'insiste vraiment. Et en j'ai fait, vu Cyril changer de niveau et souvent il y est arrivé. il y est Même, je arrivé. pense, même contre Volkov, il est arrivé. Mais le problème, c'est le retournement de situation. Si Ngannou a réussi à renverser Cyril, Après, je te Mika, il y a dis un que contexte quand à même. final, bah, c'est de la même manière que si tu vas au quatrième round, il y Non, aura mais un c'est un contexte. contexte dans le sens où il tente une clé de talon. Donc, une clé de talon qui veut dire qu'il doit se mettre sur le dos, Après, tu on va vois. pas se mentir, c'est un scénario qui est difficile à écrire, hein, ce Mais pour moi, combat. Pour Mika, pour moi, c'est probable. Je te jure, en fait, j'ai envie de te dire que là, pour moi, il a rien à perdre, Cyril. Et c'est vrai que moi, je trouve que la pression, elle est aussi sur Aspinal. Il a eu trois choses au titre, il a déjà été champion intérimaire. Et même quand tu. Moi, par exemple, demain, ça m'étonnerait même pas si Cyril il prend la ceinture, il pose les gants. Je te jure. Il a. Non, mais peut-être. Il n'a plus rien à prouver de toute manière s'il le fait. Mais au-delà de ça, je te parle pas de ça. Moi, je reste sur le point de vue technique et tactique. Aspinal, c'est quand même un tueur au sol. C'est Mais pas parce qu'il n'a Mika, pas fait la qu'est-ce DCC qu'il est un qui tueur au te fait sol. dire, ok, sur les statistiques, qu'est-ce qui te fait dire que ça. Tu regardes pas les entraînements qu'il fait. Tu Si, je regardes pas quand regarde, il se mais. relève. Tu regardes pas comment il met les pieds sur les hanches. Tu regardes pas quand il fait ses Non, mais reversements. si, je sais qu'il est bon au sol. Ah Mais en ouais. gros, comme je te Attends, dis, tu sais, regarde, regarde. jusqu'à que tu Regarde, n'as pas. après c'est des vidéos highlights, donc faut s'en méfier. Mais Il est regarde, aussi. Mika, jusqu'à que tu n'as rien produit en combat, ça reste de l'inconnu. T'as beau répéter une technique 100 fois à l'entraînement, si tu ne l'as pas reproduit en combat, c'est que ça reste de l'inconnu, on va pas se mentir. Le combat maintenant qu'il fait contre Volkov, Est-ce que Volkov, je peux, est-ce que je peux, il gagne en 1 minute 30 ses combats. Il a même pas le temps avec d'aller du au. punch. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est difficile de dire il a pas de sol dans le sens où il a même pas besoin Non, j'ai de pas dit qu'il n'a pas de sol. J'ai pas dit qu'il n'a pas de sol. J'ai dit, en fait, juste comment est-ce que tu justifies le fait de dire que c'est un tueur au sol? Bah, quand tu vois qu'il a amené Arlovski, il l'a soumis en 1 minute au deuxième round. Il l'a amené, il l'a soumis direct en 1 minute. Franchement, Mika, regarde bien le combat. Ça s'échange Il s'est fait toucher pendant. debout, il a amené le combat au sol, il l'a soumis en 1 minute. Après, Arlovski, c'est pas non plus une référence. Enfin, Et mon gros, tu me demandes qu'est-ce qui me dit qu'il a du sol. Je te dis, il a amené le combat au sol en 1 minute, il l'a soumis. C'est tout ce que je te dis. Et je te Et dis que quand. tous les combats, il les gagne en Et une par minute. exemple, quand Cyril il met le bras tête au Brésilien, là, à Pesosa, là, qui est black belt, Ouais, tu ouais. prends. Comment est-ce que tu juges ça? Ça, c'est quand tu me parles au troisième round. Non, ouais, premier combat, je sais plus c'est à quel round. C'est son premier combat à l'UFC, je crois. Après, il met la talent à Dante le mail. Ok, c'est pas des références. Mais là, je m'appuie vraiment en fait sur les statistiques. Et je sais qu'Aspinal, et j'insiste, moi, c'est vraiment un athlète que je suis depuis genre 2018-2019. Moi, ça Donc, me fait du mal de dire, d'essayer d'être l'avocat du diable parce que, comme je le dis, je suis vraiment pour Cyril. Mais tu me feras pas dire que Cyril peut rivaliser avec le soldat Spinal sur un sol offensif. Tu peux Mais pas. est-ce que Aspinal, en fait, c'est de l'inconnu et ça reste de la spéculation. Selon moi, si Cyril met Aspinal sur le dos au troisième round, pour moi, Aspinal a peu de chances de se relever. Et c'est une réalité, Mika. À part Ça Derek peut-être. Lewis, Non, mais ça, je dis. qui se relève facilement. Mais À ça, part, ça, tu vois? Mais ça, je dis pas, t'as pas tort. Maintenant, j'ai du mal à l'imaginer ce scénario, mais tu as raison, c'est peut-être là où il va nous surprendre et peut-être qu'il a développé des chips là-dessus. Mais au troisième round ou au quatrième round, quand Cyril a fait ça à Ngannou, c'est peut-être même ce qui lui coûte le combat. Au cinquième round, face à Ngannou, c'est ce qui Ah, lui mais coûte le combat. c'est à quel Parce que moment? Ouais, mais t'as vu, ce qui lui prend coûte des le combat, mauvaises c'est décisions. Non, parce sur qu'il la clé prend. talon. Voilà, mais parce que c'est une mauvaise décision qu'il prend. En tout cas, écoute, moi, selon moi,
dans cette catégorie-là, que tu sois bon grappleur ou non, tu n'as pas envie de te retrouver avec un mec qui fait 120 kilos sur le dos. Ah, mais Tous les ça, poids lourds, ils sont comme ça. d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que Gann va tenter d'aller s'user sur de la lutte avec Aspinal? Je sais pas. Et après, peut-être qu'il a progressé et que son camp d'entraînement aussi est pas basé que sur la défense et aussi basé sur le côté offensif. Tu as peut-être raison. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Mais j'aurais plus tendance à croire qu'en peu de temps comme ça, comme tu n'as pas le temps de rattraper des années comment dirais-je, de sol ou autre, bah, tu travailles plus les défenses et les relevés. En général, c'est comme ça qu'on fait. Pour se mettre au niveau d'un super mec au sol, en général, on apprend à se relever. C'est Ouais. c'est- c'est logiquement ce qu'on fait. Ouais, écoute. En tout cas, moi, je reste sur du 51-49. Mika, t'es sur du 65-35. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce fut un plaisir, Mika, cette reprise. Mais encore une fois, je le dis, soyez vraiment, si on peut fumer tous les commentaires sur les pages UFC et montrer tout notre soutien, parce que comme je dis, c'est un combat qui va être, quoi qu'il arrive, très disputé, qui va se jouer sur des phases dures. Et si, entre guillemets, je dis bien, si on peut être juste des vrais supporters et pas juste des spectateurs et qu'on peut Soyons-le. donner, faisons-le. Parce que vraiment, ça peut peut-être, on peut avoir participé à quelque chose de très grand. Donc Bah faisons-le. écoute, en tout cas, espérons-le, voir Cyril remporter ce titre. Et pour moi, il a déjà été champion, même si on dit que c'est champion intérimaire. Pour moi, il a déjà été champion et j'espère vraiment qu'il va le faire. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, donnez vos avis, vos analyses, tout dans le respect, bien sûr. Abonnez-vous, c'est important, ça nous aide. On vous promet de faire plus de contenu et d'être régulier. Sur minimum un an, on s'est dit, Mickey, on est d'accord. Sur minimum un an. Non, Ouais. t'es un petit peu dubitatif. J'étais ailleurs, je te jure, j'étais déjà ailleurs. Si, Donc, si, ouais, bah, c'est bon. ok. Bah, Mika, écoute, un plaisir. On se dit à très vite et on va reprendre quand même aussi les émissions spéciales guest. Je pense que il y a un beau casting qui se prépare. Abonnez-vous, faut que ça arrive à 50 000 abonnés. Ça y est, on est là depuis un petit moment. Et bah, écoute, on se revoit pour le débrief. Est-ce qu'on aura le nouveau champion ou on aura un end still? On aura la réponse d'ici une semaine, hein. Vas-y. Ciao, Salut à Ebi. tous. Merci à tous.